Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce deuxième webinaire organisé à l'occasion de la publication de l'anti-guide de l'approche systémique de Cyril Tassard. Vous êtes plus de 150 inscrits ce matin. Merci pour votre confiance et ravi de vous retrouver à nouveau. Comme je l'indiquais dans le chat à l'instant, deux choses. N'hésitez pas à compléter le court sondage qui a dû apparaître au moment où vous avez rejoint le webinaire. On le regardera ensemble, le résultat dans quelques instants. Et comme je vous l'indiquais également, le mode webinaire de Zoom pour lequel nous avons opté, car nous sommes très nombreux, ne nous permet pas aux participants de voir qui est présent. Et n'hésitez donc pas à vous présenter en quelques mots dans le chat pour que chacun ait une idée de qui est présent. Nous allons avoir la joie d'accueillir ensemble dans un court instant, et vous les voyez déjà à l'écran, nos deux protagonistes du jour. Emmanuel Piquet, merci beaucoup, thérapeute spécialiste de la thérapie brève stratégique selon l'école de Palo Alto, et Cyril Tassard, que vous connaissez, qui se présente comme un entrepreneur-chercheur en approche systémique, et qui est donc l'auteur de cet anti-guide de l'approche systémique. Bienvenue donc à tous les deux, nos deux protagonistes pour ce matin. Ils se présenteront plus longuement et auront l'occasion, je leur laisserai le champ d'ici quelques minutes. Avant de démarrer, permettez-moi, parce que vous ne me connaissez pas non plus, permettez-moi de me présenter. Donc, Yann Perrin, chargé des partenariats chez Ashoka France, et que j'ai rejoint il y a un peu plus de 6 mois, et donc copilote de l'initiative collective Racine. Et ce webinaire est organisé donc dans le cadre de l'initiative Racine, et donc 2 mots sur cette initiative pour celles et ceux qui découvriraient. Racine est une initiative collective dont l'objectif est de faire en sorte que l'approche systémique du changement soit mieux comprise, davantage pratiquée, mieux financée et accompagnée, et qui cherche à accompagner une transformation culturelle profonde au sein de l'écosystème du changement social, notamment en questionnant les façons de voir et de faire de l'écosystème philanthropique français dont l'ADN nous semble particulièrement compatible avec l'approche systémique du changement. Imaginée en 2020, lancée en 2021, donc il y a un peu plus de 2 ans, c'est une initiative portée collectivement par Ashoka France, la Fondation de France, la Fondation Bettencourt-Schuller, la Fondation Entreprendre, Entreprendre et Plus, l'ESSEC, pardon, par sa chère philanthropie et innovation sociale, et Ticket for Change. Et l'initiative mène plusieurs types d'actions, parmi lesquelles des actions de sensibilisation, comme ce webinaire, ou ce cycle de webinaires, des actions de formation à destination d'acteurs du monde de la philanthropie, et notamment jusqu'ici des ateliers courts d'une demi-journée, et en cours de préparation un parcours plus long, expérientiel, transformatif, qui sera à destination des fondations, des professionnels de la philanthropie qui voudront se former sur un temps plus long, sur 9 mois, une dizaine de journées. Et également les actions de recherche. On a notamment conduit des études qualitatives, quantitatives avec l'Observatoire de la Fondation de France et l'ESSEC, Sciences Po, et également en soutenant les travaux de Cyril. Et globalement, vous pourrez retrouver toutes les informations sur Racine, sur le site agiralaracine.fr que je vous copie immédiatement dans le chat pour que vous puissiez y accéder directement. Alors, aujourd'hui, je vais passer la slide. Quel est le déroulé du jour? Juste avant de donner peut-être le déroulé de la journée de la matinée sera le suivant. Donc, il y a cette introduction, ce sondage introductif que je vais pouvoir vous, euh, vous débriefer dans quelques instants. Et puis ensuite, je passerai la main à Cyril, la parole à Cyril et Emmanuel, et qui, pendant plus d'une heure, pourront vous présenter les travaux et les cas d'études d'Emmanuel autour de la thérapie brève systémique selon l'école de Palo Alto, et vous présenter ces concepts d'abord sous un angle
qui va vous sembler un peu différent. Cyril vous présentera l'angle qui est le sien. Et ensuite, il y aura tout un travail d'atterrissage pour que vous puissiez comprendre en quoi l'approche est intéressante dans les problèmes auxquels vous pouvez être confronté dans votre quotidien associatif et philanthropique. Et nous garderons ensuite une trentaine de minutes pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc peut-être en lien avec le sondage, avant de lancer et passer la main à Cyril. Donc vous êtes une trentaine de pourcents d'associatifs, 50% de fondations philanthropiques, une dizaine de pourcents de structures d'accompagnement de projet, quelques entreprises privées, et vous êtes des habitués de Racine, puisque pour la grande majorité, vous avez déjà assisté à des webinaires Racine. Pas mal d'entre vous ont déjà pu assister au précédent webinaire consacré à l'anti-guide de l'approche systémique il y a quelque temps avec Anne Charpy. Et puis, la majorité d'entre vous a pu consulter l'anti-guide. Et dernière question, vous êtes relativement familier de l'approche systémique. Seulement quelques-uns ne sont pas du tout familiers, donc on pourra peut-être prendre les précautions d'usage, mais on pourra avancer sur des concepts directement en lien avec l'anti-guide et cette approche systémique. Je me tourne maintenant vers Cyril et Emmanuel. Ça me fait passer la slide. Hop là. Voilà. Alors, Cyril et Emmanuel. Cyril, entrepreneur social, fondateur d'InFocus, tu te présentes aujourd'hui comme un entrepreneur-chercheur en approche systémique. Tu es donc l'auteur de l'anti-guide de l'approche systémique qui se destine aux dirigeants associatifs, mais pas que. Tu pourras, j'imagine, compléter ce tableau. Emmanuel, thérapeute spécialiste de la thérapie brève stratégique selon l'école de Palo Alto. Vous avez spécifiquement modélisé, d'après les prémices de cette école, une manière d'apaiser de manière durable les souffrances en milieu scolaire. Vous êtes considéré dans toute l'Europe francophone comme une spécialiste de l'école de Palo Alto, au sujet de laquelle vous avez publié une dizaine d'ouvrages qui font référence. Quelques mots sur la théorie brève stratégique selon l'école de Palo Alto, qui consiste à analyser finement tout ce qui a été tenté en vain pour résoudre un problème, afin d'identifier et arrêter les actions inefficaces qui rajoutent à la souffrance en développant un sentiment d'impuissance chez la personne qui en retire l'impression qu'elle a tout essayé et qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc peut-être que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce qu'on vous a proposé de venir, pour expliquer un petit peu les parallèles et les ponts qu'il peut y avoir avec la pratique associative. La thérapie brève, systémique et stratégique selon Palo Alto concrétise ce mouvement en préconisant la mise en œuvre du contraire de ce qui a échoué. Ces prescriptions sont parfois paradoxales puisqu'elles peuvent amener à faire l'inverse de ce que le patient a trouvé logique de mettre en place. Nous avons prévu un temps d'échange en 2 temps, avec l'exposé d'un cas d'étude par Emmanuel dans un premier temps, puis un atterrissage conceptuel, comme je le disais, dans le champ associatif et philanthropique dans un second temps. Point important, pendant que Cyril et Emmanuel échangent, n'hésitez pas à utiliser la fonction question Q&R sur Zoom, qui apparaît suivant comment vous êtes configuré, soit en bas, soit en haut de la fenêtre Zoom, pour soumettre vos questions. Nous les sélectionnerons et nous pourrons les poser dans un second temps lors de la phase de questions-réponses. Il est temps pour moi de m'éclipser et de laisser le champ à Cyril et Emmanuel. Merci beaucoup. On se retrouve un peu avant 10h, 10h20, 10h30 pour un temps de questions-réponses. Donc Cyril et Emmanuel, à vous. Et encore un grand merci. Merci. Merci Yann pour cette introduction. Bonjour Emmanuel, très content que tu sois. Je vais peut-être effectivement faire un tout petit propos liminaire. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Est-ce que vous... Oui, ok, je vois qu'Emmanuel, tu hoches la tête, donc ça veut dire que j'imagine que c'est le cas pour tout le monde. Je suis hyper content qu'on soit réunis à ce webinaire, hyper content parce que ça y est, on rentre un peu plus dans le fond du sujet. On parle beaucoup d'approche systémique, de changement systémique, on en parle de plus en plus. Je vois que ça intrigue, que ça attire, et tant mieux. Mais c'est encore un peu flou, en fait, tout ça, souvent. C'est encore un peu flou. Du coup, moi, je m'amuse toujours à poser cette question quand je demande qu'est-ce que c'est que le changement systémique à mes interlocuteurs. Moi, souvent, on me répond au choix, soit c'est agir partout en même temps parce que tout est relié. Soit on me dit que c'est remonter à la racine, parfois on me dit que c'est faire du lobbying ou du plaidoyer pour une association. Bon, autant de définitions qui ne sont pas forcément hyper claires, en fait, hyper opérantes, notamment avec lesquelles, d'ailleurs, je ne suis pas forcément complètement d'accord, complètement aligné. Et surtout, voilà, comme elles sont floues,
OK, mais concrètement, on fait quoi? Concrètement, on ne sait pas trop. C'est ce qu'on essaye, du coup, d'explorer ensemble, de se dire, comment est-ce qu'on peut vraiment déployer des approches systémiques et qu'est-ce que ça veut dire, notamment pour des associations. Donc moi, je travaille plutôt côté association que mécène, même si je suis connecté et j'interagis beaucoup avec des mécènes, des fondations. Mais voilà, je pense en fait, et c'est pour ça que je suis si content qu'on soit là ce matin, pour parler un peu d'approche systémique à l'aune de la lecture de l'école de Palo Alto. Je crois qu'en fait, si on a du mal à comprendre vraiment de quoi on parle dans le fond et comment s'y prendre, c'est justement parce qu'on ne va pas dans le fond du sujet. Et le fond du sujet, c'est concrètement, c'est quoi les systèmes, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la systémique en fait dans le fond, et surtout qu'est-ce que ça peut vouloir dire l'approche systémique pour une association. Si on essaie de faire atterrir ça, j'aime bien ce mot de faire atterrir ça dans notre secteur. Donc voilà, aujourd'hui, on va aller un peu plus dans le fond du sujet que les dernières fois, un peu plus aussi dans la théorie, entre guillemets, mais c'est un passage un peu obligé. Je sais qu'Emmanuel a l'art de présenter les choses par des exemples très pratiques, mais le but, ça va être notamment de parler de concepts derrière, au travers d'exemples pratiques, de parler de concepts. Donc voilà, on a 2 heures aujourd'hui, on a un format de 2 heures, ça peut paraître un peu long peut-être pour un webinaire, et en même temps, c'est si court pour découvrir toute la richesse de ce sujet. Donc voilà, pour une fois, permettons-nous, parce qu'on a ces 2 heures ensemble, j'espère de ne pas trop rester en surface, d'avoir vraiment le temps quand même de se plonger dans la systémique. On ne va pas devenir des spécialistes en 2 heures, mais on a quand même le temps d'une belle plongée, une belle immersion. Et aujourd'hui, concrètement, on va se demander, mais qu'est-ce qui se passe si, grâce à la systémique, on changeait de regard sur les problèmes auxquels on essaie de répondre en tant qu'association? Il n'y a pas de méthode magique pour résoudre tous les problèmes sociaux, sinon ils n'existeraient plus depuis longtemps. Mais j'espère que vous aurez la démonstration ce matin qu'appréhender les problèmes différemment, c'est extrêmement transformateur en fait. C'est en tout cas ce qu'a démontré l'école de Palo Alto, dont on va parler. Et voilà, pour moi, c'est quand même une piste plutôt intéressante quand même pour les associations, peut-être aussi pour les fondations, de se dire qu'avant de changer les modalités d'action, qu'est-ce qui se passait si on changeait notre manière de voir, d'appréhender les problèmes auxquels on fait face. Donc voilà, je viens de citer, et Yann l'a fait aussi, l'école de Palo Alto, parce que, en fait, pour se plonger dans la systémique, j'ai voulu vous proposer ce matin de l'aborder sous l'angle de la psychologie, donc de l'école de Palo Alto. C'est un angle, c'est une manière d'appréhender la systémique parmi d'autres, mais pour moi, elle est vraiment parlante en fait pour les associations, pour 2 raisons principales. Je dirais la première, c'est que déjà, c'est quand même une école qui a quoi, 60-70 ans de pratique, d'expérience, qui a été très prolifique aussi dans ses ramifications. Donc voilà, il y a de la matière, il y a du recul, il y a du Rex, comme on dit chez les assos, il y a des retours d'expérience, c'est robuste, quoi. Donc on a quand même de la matière sur laquelle s'appuyer. Et puis, parmi l'ensemble des disciplines que la systémique a fécondé, que ce soit la biologie, l'ingénierie, etc., la psychologie est, en tout cas à mon goût, la plus adaptée, en tout cas une des plus parlantes pour les associations, parce que, tout simplement parce que ça s'intéresse aux humains, aux relations, et du coup, on a quand même beaucoup de fils à tirer pour les assos. Donc voilà, pour moi, j'espère que vous en aurez un bel exemple ce matin. C'est extrêmement riche de relire les apprentissages de l'école de Palo Alto en se demandant, mais ça donne quoi tout ça quand on est une association qui fait face à un problème social? Est-ce qu'on peut appliquer au moins en partie, au moins d'une certaine manière, ces mêmes grilles de lecture pour appréhender les problèmes différemment? Et je pense que vous le verrez par vous-même. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand on commence à un peu mieux comprendre l'école de Palo Alto et plus globalement la systémique. C'est difficile de continuer à aborder les problèmes de la même manière. Donc, peut-être juste petite précaution d'usage avant de se lancer. Bon, déjà, je ne vous promets pas la lune. Je ne prétends pas que l'école de Palo Alto va répondre à tous les besoins associatifs, que toutes les manières de faire plus classiques, d'ailleurs, sont à mettre à la poubelle. Ça serait ne pas être dans le juste que de dire ça. Et d'ailleurs, transposer directement les concepts, les apprentissages de l'école de Palo Alto en se disant ça marchera directement dans les enjeux associatifs, non, je pense qu'il faut prendre des précautions. Ce qui est vrai pour l'inter-individuel, ce qui est vrai pour des relations vraiment au niveau entre guillemets micro, et pas forcément tout le temps directement transposable, applicable à des enjeux de société plus larges, évidemment. Donc voilà, le but, c'est plutôt de s'inspirer, de tester, de garder du recul en fait, sur l'application, mais c'est riche en termes de parallèles. Donc voilà. Moi, en tout cas, je sais qu'avoir fait dialoguer déjà des spécialistes de l'école de Palo Alto et des dirigeants associatifs, ça fait des étincelles assez incroyables. Donc voilà, et c'est là peut-être le dernier point, mais le plus important de ce petit propos liminaire, c'est que pour cueillir les fruits
de cette rencontre féconde, je dirais, entre l'approche associative et des enjeux sociétaux et l'école de Palo Alto, bah, faut s'y plonger vraiment, en fait, faut s'y coller. Faut prendre le temps de comprendre au moins un minimum l'armature conceptuelle, les grandes lignes, entre guillemets, qui font ce que l'école de Palo Alto est. Il faut s'intéresser un chouïa à la théorie et à la pratique. On ne peut pas se contenter, en fait, de résumer en 4 bullet points avec des conseils à suivre. Voilà ce que vous devez faire en tant qu'asso. On perdrait tout, en fait, toute la vraie substance de cette école et ce qu'elle a à nous offrir au passage. Donc voilà, vous allez peut-être vous demander une ou deux fois pendant le webinaire, mais pourquoi on parle de tout ça? Pourquoi on me parle de harcèlement à l'école depuis 25 minutes alors que moi je dirige une asso où je bosse dans une fondation? Et si vous posez ces questions, ben, c'est normal. Et c'est à ce moment-là qu'il faut juste s'accrocher. Je ne pense pas que ça va être très dur parce que vous allez voir que c'est passionnant dans le fond. Mais voilà, il faut s'accrocher un peu et faire confiance parce que vous allez voir que des concepts vont émerger, les concepts de l'école de Palo Alto, des concepts qui sont du coup éminemment systémiques. Et on reviendra du coup, comme l'a dit Yann, dans un second temps pour essayer de faire atterrir un peu ces concepts dans le champ associatif, pour se dire qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique associative. Et du coup, le but pour vous, en tant que dirigeant associatif, moi je travaille surtout avec des dirigeants associatifs, mais aussi pour les fondations, ça sera de voir dans quelle mesure ces concepts peuvent vraiment juste ouvrir des perspectives différentes. Voilà. Du coup, ça demande un petit effort, c'est exigeant intellectuellement parce que quand on parle de cas qui sont éminemment interpersonnels, éminemment personnels, bon, on a en général ce niveau de lecture, on se dit, enfin, on l'applique à sa propre vie, à ses propres relations, à des situations qu'on connaît. Et du coup, l'effort qu'on va essayer de faire ensemble, ça va être de s'élever à un autre niveau de lecture, s'élever, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un autre niveau de lecture qui est de se dire, ben, ces schémas de pensée, ces concepts, ces principes, cette lecture globalement que propose l'école de Palo Alto, au niveau du besoin social auquel je réponds, qu'est-ce qu'elle donne? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà un peu. Du coup, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Emmanuel Piquet avec nous. Je vais pas trop présenter, Yann l'a un peu fait, et je pense que tu pourras toucher quelques mots sur ton propre parcours et ce que tu fais. Mais bref, on a une invitée de marque aujourd'hui. Donc voilà, d'avance, merci Emmanuel d'être parmi nous et je te laisse la parole peut-être pour te présenter quelques instants. Merci beaucoup. Alors moi, je suis mais tellement enchantée que c'est parce que j'ai vraiment l'impression là, ce matin, d'être à l'extrême cœur de ce qui m'anime depuis 15 ans, c'est-à-dire la transmission, en fait, la diffusion de ce modèle systémique selon l'école de Palo Alto, qui est le seul que je connaisse. Hein. Je suis très besogneuse, moi, je laboure. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette invitation, je suis vraiment ravie. Alors, je ne vais pas trop vous parler de moi, en revanche, je vais vous parler de mes terrains, parce que c'est ça qui est important, je pense, puisqu'évidemment, ces terrains vont teinter tout ce que je vais vous dire ce matin. Alors, le premier terrain qui est le nôtre, donc en fait, nous, on est un regroupement de praticiens en thérapie brève selon l'école de Palo Alto. On est une trentaine dispersés en France, en Suisse et en Belgique. Et alors, on reçoit, on va dire à peu près, on va dire 1000 patients par an. Donc, ça nous donne, c'est un premier terrain qui est hyper fort. En ce qui concerne les souffrances à l'école, puisque c'est le thème dont on va parler aujourd'hui pour essayer ensuite d'en sortir, hein, mais voilà, on reçoit à peu près 400 enfants et adolescents harcelés par an. Et donc, ce qui est intéressant en fait dans ces terrains-là, c'est que sur les souffrances à l'école et notamment relationnelles, ce que les enfants et les adolescents nous disent au creux des cabinets, ils ne le disent pas forcément dans le creux des bras de leurs parents parce qu'ils veulent les protéger, parce que pour plein de raisons tout à fait bonnes, hein, la plupart du temps. Et puis ils le disent encore moins dans l'enceinte scolaire parce qu'il y a ce qu'on appelle le fameux biais de désirabilité qui fait que d'une certaine manière, ils ne veulent pas être considérés et puis stigmatisés comme étant harcelés. Donc c'est un terrain qui est très qualitatif de ce point de vue-là. C'est un terrain qu'on évalue, c'est-à-dire que tous nos patients reçoivent 3 mois après la fin de la thérapie un questionnaire assez précis et notamment qui vient voir s'il y a eu des vrais changements, ce que l'école de Palo Alto et la systémie appellent les changements de niveau 2, dont on va parler ensuite, c'est-à-dire des changements de règles du jeu, en fait, et pas seulement des changements à l'intérieur de mêmes règles du jeu, qui seraient des changements de niveau 1. Et donc, ça nous donne, en effet, maintenant, ça fait 3 ans qu'on collecte ces données, donc on a vraiment une base de données très intéressante sur justement ce que ça génère en termes d'apaisement des souffrances. C'est un terrain qui est intéressant aussi parce qu'on a monté avec la Fondation pour l'enfance il y a
4 ans maintenant, un dispensaire en fait. Ça veut dire que chacun des thérapeutes de l'équipe donne, comme les cafés suspendus, vous avez 2 séances suspendues par mois, ce qui me permet en fait de recevoir des familles dont les moyens ne leur permettent pas de consulter en ville. Donc, ça veut dire qu'on a un terrain du coup d'accompagnement et donc d'évaluation et donc de clinique qui est très divers au niveau des catégories socio-professionnelles. Et ça, c'est hyper important pour nous. Et du coup, comme on est également à la fois dans des zones rurales, moi par exemple je suis en Saône-et-Loire, je suis extrêmement rurale, donc je reçois des gens ruraux. Mais alors on a aussi un cabinet à Paris, donc on reçoit des gens moins ruraux. Également à Lausanne, par exemple, également à Lille, à Lyon. Donc ça nous donne vraiment géographiquement aussi un terrain un peu différent. Donc, c'est relativement global. Ce terrain, qui est vraiment le terrain initial et qui est vraiment notre cœur de métier, hein, la clinique, on l'a enrichi d'autres terrains parce qu'on a la chance de donner pas mal de conférences, de webinaires comme celui-ci. Et donc, ça nous permet de frotter notre esprit à d'autres esprits affûtés, mais également à des gens qui sont complètement béotiens, comme des parents d'élèves, par exemple, hein, avec lesquels on va dialoguer. On forme une centaine d'étudiants par an, donc à ce métier-là de thérapeute bref et stratégique, mais également des professionnels de l'enfance pour les aider lorsque les situations sont trop génératrices de souffrance, justement, dans l'enceinte scolaire. Et puis, on a la chance depuis 2 ans maintenant de former et de superviser tous les pédopsychiatres du CHU de Montpellier. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça nous donne un terrain plus critique, en fait, plus paroxystique, qu'on n'a pas forcément en consultation. Comme, en effet, Yann l'a dit, on a pas mal écrit, on a écrit une quinzaine de livres en 15 ans. C'est un autre terrain aussi qui nous amène à réfléchir sur un plan plus recherche de littérature, on va dire, qui est un terrain qui vient compléter tout ça. Donc voilà, voilà grosso modo les terrains qui sont les miens et d'où je vais essayer de vous parler ce matin. Merci Emmanuel. Du coup, sans plus de propos de ma part, hein, je pense que j'invite, c'est toi notre invité de marque ce matin, j'ai envie de te laisser la parole et du coup de te laisser, comme on en a discuté, tu me l'as proposé, de te laisser peut-être filer un ou plusieurs exemples à partir desquels tu vas faire un peu émerger, nous proposer une lecture de ce que c'est que l'école de Palo Alto en actes. Donc je te laisse te lancer. Merci beaucoup. Donc, en effet, j'ai choisi une vignette clinique qui est assez emblématique de comment on applique la systémie en clinique sur un point particulier, en l'occurrence qui est celui du harcèlement en milieu scolaire, qui est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Alors, je vais vous parler de Jean-Paul. Donc, Jean-Paul a 12 ans, il est en 5e. Et Jean-Paul, quand il s'assoit en face de moi, je me dis, ça doit être vraiment extrêmement dur parce qu'il est assez recroquevillé, mais en même temps, je sens une espèce de puissance intellectuelle assez incroyable dès ses premiers mots. Il me dit, voilà, ça se passe très mal pour moi au collège. Et il me dit, déjà, je m'appelle Jean-Paul, ce qui montre déjà son humour quand même. Je lui dis, c'est vrai que Jean-Paul, comment te dire, chouchou, c'est pas, ça, je veux dire, c'est très joli, évidemment, mais ça n'est pas exactement très 21e, quoi. C'est un peu 20e comme prénom. Donc, j'imagine qu'en effet, c'est pas forcément facile à porter. Et il me dit, non, c'est pas du tout facile à porter. Ils m'appellent tous Popol, en fait, en permanence. Donc, ça commence à devenir vraiment pénible. J'ai dit oui, donc ils sont très 20e également au niveau humour, d'après ce que je constate très bien. Donc, ça, en effet, c'est un premier point. D'autres choses, il me dit ma deuxième caractéristique. Donc, c'est pour vous dire comment s'exprime Jean-Paul, hein. Donc, je pense que si ses parents en avaient été informés, il serait diagnostiqué HPI, mais ce n'est pas le cas, il est juste extrêmement intelligent. Et donc il emploie des mots à plusieurs syllabes, ce qui est assez rare. Hein. Moi, j'en reçois beaucoup de collégiens, c'est assez rare qu'ils aient des mots à plusieurs syllabes en ce moment. C'est pour ça que d'ailleurs, parce que c'est un peu fatigant les mots à plusieurs syllabes. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'ils disent plus rien, parce que rien, il y a une diphtongue qui a un peu, hein, c'est un peu difficile. Donc c'est pour ça que quand on leur dit comment ça va, ils disent qu'est-ce que tu as fait, pardon, aujourd'hui, ils disent R. Je trouve ça hyper drôle. Bon, bref, donc lui, en tout cas, il a des mots avec plusieurs syllabes. Et donc, il me dit, ma deuxième principale caractéristique, oui, Jean-Paul, c'est que j'ai 17 de moyenne générale. Et là, je lui dis, Jean-Paul, en même temps, si tu ne mets pas un peu du tien, non, je peux dire ça. Non, je ne fais pas baisser les notes aux enfants qui viennent me voir. En plus, ça ne marcherait pas, hein, comme je vais l'expliquer plus tard. Mais en tout cas, il me dit, donc, il me traite d'intello en permanence. Ils font des bruits très étranges quand
j'ai une bonne note ou que je réponds à une question, des bruits de succion bizarres. Ils disent que je suis un suceur d'ailleurs, et ils me disent je ne sais pas trop ce que ça signifie. Je dis moi non plus, mais ce n'est pas positif. Ça veut dire qu'en effet, ils trouvent que tu es un peu intelligent. Très bien. Donc ça, c'est sa deuxième caractéristique. Et il me dit pour finir, je fais à peu près 32 kilos de Tounguier, ce qui est extrêmement vrai. Voilà, il n'est pas, pour l'instant en tout cas, très costaud. Donc, je lui dis, on ne part pas vraiment avec beaucoup d'atouts dans notre jeu, mais en même temps, voilà, c'est comme ça. Donc, on va un peu réfléchir à ce qui se passe. Donc, raconte-moi un peu ce qui se passe, Jean-Paul. Et Jean-Paul m'explique que depuis le mois de septembre, donc nous sommes au mois de mars lorsqu'il vient consulter, depuis le mois de septembre, il y a une bande, en fait, une bande qu'on pourrait qualifier de meute quand on regarde un peu ce qui se passe, avec un chef. Très souvent, hein, dans les faits de harcèlement, il y a un chef, une espèce de leader assez incontesté, qui s'appelle Lucas, là, en l'occurrence. Et donc, il me dit, je pense que cette bande m'a pris comme bouc émissaire, puisque et, vraiment, ils n'arrêtent pas de m'embêter, en fait. C'est intéressant, Jean-Paul me dit, ils ne le font pas trop en cours, parce qu'en fait, Lucas est un bon élève, les profs l'aiment bien, donc ils font juste des bruits de succion, mais c'est tout. Pour le reste, ils sont plutôt calmes. C'est aux interclasses que ça se passe. Et Jean-Paul me dit, ben voilà, ça se passe de la façon suivante, c'est-à-dire que moi, je suis souvent tout seul sur un banc, parce que, dit-il, j'ai pas beaucoup d'amis dans ce collège. Donc, quand les enfants nous disent ça, nous, on sait très bien ce que ça veut dire qu'ils n'en ont pas du tout, mais qu'ils préfèrent pas le dire aux adultes, parce qu'ils savent que les adultes peuvent faire des choses extrêmement étranges, comme par exemple aller dans la cour du collège voir d'autres enfants, dire, tu voudrais pas jouer avec Jean-Paul, parce que tu vois bien qu'il est tout seul, c'est quand même une grande souffrance. Qui est quelque chose qui est extrêmement gentil, hein, vraiment, tout à fait pourvu d'une intention excellente, et qui malheureusement génère exactement l'inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'en mettant comme ça sous projecteur les défaillances, au fond, de Jean-Paul, en montrant à tout le monde à quel point il est incapable, au fond, d'interagir tout seul, on le met en grande souffrance, et on le met en impuissance, et au fond, on accentue ce qu'on va qualifier ensemble d'escalade complémentaire, puisque c'est ça le harcèlement, et ça c'est un premier concept de l'école de Palo Alto qui est très intéressant sur un plan interactionnel, et qui est d'ailleurs aussi valable en interindividuel que de mon point de vue qu'en collectif. Bateson appelait ça la schismogenèse. J'aime bien faire un peu ma manie, quoi, parce que je veux dire, voilà. Donc non, c'est une escalade. Donc c'est une escalade complémentaire entre un enfant et un groupe d'enfants de plus en plus en position haute, en position de toute puissance, en position d'emprise, et un enfant, Jean-Paul, qui est de plus en plus en position basse, recroquevillée, etc. Et c'est une escalade en ce sens que ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire que ça s'amplifie. C'est la même escalade dans les cas de violence conjugale de cette nature-là, exactement la même. D'une certaine façon, lorsque, en effet, mu par les meilleures intentions du monde, je le redis, on vient d'une certaine manière tenter d'interagir au fond à la place de Jean-Paul, on prend le risque énorme, mais c'est étayé, je veux dire, ce risque est avéré, hein, on prend le risque énorme en effet d'accentuer sans le vouloir cette escalade complémentaire. C'est même pas d'accentuer sans le vouloir, c'est on l'accentue alors même on veut l'inverse. Donc Jean-Paul, qui ne me fait pour l'instant pas tellement confiance, parce que vous allez voir qu'il a de bonnes raisons de ne pas faire confiance aux adultes, me dit juste, j'ai pas beaucoup d'amis. Très bien. C'est assez amusant d'ailleurs cette aversion pour la solitude de certains adultes. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner des enfants Asperger notamment, qui en substance me disaient, moi je préfère 1000 fois être tout seul qu'avec des neurotypiques, c'est-à-dire nous, enfin en dehors des personnes Asperger qui sont là, c'est-à-dire la majorité d'entre nous, ils disaient je préfère 1000 fois être tout seul qu'accrocher un panneau de basket en substance. Et pour autant, les adultes sont tellement mus par cette espèce d'angoisse, d'indignation et de volonté d'aider, quoi, en fait, hein, que du coup, ils provoquent exactement l'inverse de ce qu'ils veulent. Donc, Jean-Paul me dit, donc je suis sur mon banc, et là, en fait, je les vois arriver de loin, un peu comme quand on est phobique des araignées, on les voit quand on rentre dans une pièce, c'est un peu ça. Donc lui, il les voit immédiatement dès qu'ils commencent à bouger, alors qu'on est dans un collège, un très gros collège où il y a 1000 collégiens, hein, du centre-ville d'une grande ville française, et il les voit arriver, donc ils sont souvent 5 ou 6, Lucas en tête. Et il me dit quelque chose d'extrêmement intéressant, extrêmement intéressant. Il me dit, en fait, quand il s'approche du banc, on dirait 5 amis qui vont voir un autre ami. Il me dit, ça se voit pas. Personne ne peut percevoir
l'aspect belliqueux de la chose. Et ensuite, quand il s'assoit autour de moi, c'est pareil. On dirait vraiment une bande d'amis. C'est-à-dire que même un assistant d'éducation qui passe à 1 mètre, il ne perçoit rien. Un autre élève ne perçoit rien. C'est intéressant ça, parce que quand on parle au personnel au sein de l'éducation nationale sur ces sujets-là, je discutais avec une CPE dernièrement qui est brillantissime et qui fait des choses incroyables sur ce sujet-là, et qui me disait: je mets au défi quiconque de sanctionner une ombre. Et c'est ça qui se passe en fait. Hein. Et il s'assoit autour de Jean-Paul, et là Lucas commence à lui donner des petits coups de coude, parce qu'il est très près de lui, hein, des petits coups de coude dans les côtes, mais très fort en fait. C'était extrêmement violent, ça fait extrêmement mal à Jean-Paul, qui est assez tétanisé, en fait, qui ne bouge pas, en fait, il attend que ça passe. Et puis là, il commence à l'insulter de façon assez monotone. Souvent le harcèlement emploie, on va dire, des éléments de langage assez monotones. Une fois qu'ils ont choisi l'endroit sur lequel ils allaient attaquer, ils continuent. Et donc, ils lui disent alors, espèce de casseuse, toujours tout seul, toujours pas de vie sociale, toujours pas d'amis. En même temps, t'as fait ta gueule. Tu sers vraiment à rien, en fait, Jean-Paul. Tu comptes crever quand? Voilà ce qu'il disait Jean-Paul. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ces actes? On est proche de la barbarie, en fait, Jean-Paul. Qu'est-ce qui se passe? Il dit ça combien de fois par semaine? Enfin, je veux dire, combien de fois par semaine cette scène monstrueuse se produit? Et Jean-Paul me dit, avec sa syntaxe qui n'appartient qu'à lui, à chaque récré que Dieu fait. Et il me dit, et je les ai comptés jusqu'aux grandes vacances, il y en a beaucoup. Je suis pas sûre de tenir. Je lui dis, bah, écoute, je comprends, parce que c'est quand même extrêmement compliqué de tenir comme ça tout le temps. Il me dit, avant c'était le dimanche soir en fait que j'avais des maux de tête et des maux de ventre, et puis maintenant c'est samedi midi en fait. C'est-à-dire que même mes week-ends sont bousillés, parce que je sais ce qui m'attend en fait lundi matin, quoi. Et j'ai de moins en moins envie d'y aller. Et je pense que ce serait peut-être pas mal que tu réussisses à convaincre mes parents de me changer de collège. Ce qui est une tentative extrêmement forte. On le sait, hein, chez les enfants, bien sûr, chez les parents, évidemment, chez les équipes éducatives également, qui à certains moments se disent: est-ce qu'il ne faut pas changer cet enfant d'écosystème? Puisque, au fond, c'est vraiment trop souffrant pour lui. C'est donc une tentation que je respecte infiniment dans ses intentions. Les chiffres, malheureusement, sont éloquents à ce sujet. Un peu plus de 60% des enfants harcelés qu'on change de collège pour ces faits de harcèlement se refont harceler dans le collège suivant. Ce qui, d'un point de vue systémique, est extrêmement logique, puisque, au fond, l'apprentissage qu'ils font à ce moment-là, et que Bateson aurait qualifié d'apprentissage de niveau 2, c'est qu'ils font un apprentissage que, au fond, face à des comportements extrêmement problématiques et qui menacent mon intégrité psychico-physique, la solution, c'est de fuir. Je précise juste, Bateson, tu l'as cité 2 fois, Bateson, qui est un des fondateurs de l'école de Palo Alto, que tu cites souvent, parce qu'il a, voilà, juste… Oui, tout à fait, le père absolument fondateur de cette école. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà, c'est ça. Non, mais ça, c'est tout moi. C'est-à-dire que comme je suis… 60% des… plus ça, voilà, donc c'est logique. Pour nous, c'est logique, parce qu'en effet, ils n'ont pas fait d'autre apprentissage que la fuite, en fait, d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qu'on a étayé assez tôt. En fait, on se rend compte que, en amont des faits de harcèlement, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on a qualifié, nous, de vulnérabilité, en fait, présumée de l'enfant harcelé par les gens en recherche de proie en tant que harceleur. Donc, en fait, pourquoi vulnérabilité? Parce que pour nous, c'est une fragilité repérable. Et là, on parle de ce que l'école de Palo Alto dit du langage analogique et du langage digital. Donc là, en fait, il y a un langage qui est un langage extrêmement privé, c'est-à-dire que les enfants, très, très tôt, hein, je veux dire dès le CE2, CM1, ont un espèce de radar absolu pour savoir qui est vulnérable dans une cour d'école. Ils le pressentent, ils le sentent, ils sont même capables de le mettre en mots à certains moments. Et les mots qu'ils emploient sont des mots
qui ont trait à la posture, en fait. Autrement dit, si je vous présente ici 5 enfants en vous disant, 5 collégiens, en vous disant lequel est harcelé, vous ne saurez pas dire. En revanche, si je présente ces 5 enfants, pardon, à une classe de 5e, ils vous diront c'est celui du milieu. Et ils auront raison. Je précise, le langage analogique et digital, du coup, digital, c'est le verbal et analogique, c'est le non-verbal, hein, si je me trompe pas. Exactement ça. Et donc, ça veut dire qu'en effet, dans la mesure où cette vulnérabilité présumée est, au fond, le terreau dont va se servir dans un premier temps l'enfant harceleur, en allant taquiner dans un premier temps, et là, l'enfant harcelé, s'il est très vulnérable, s'il est vraiment en effet très mal, et tout enfant peut être vulnérable, hein, comme tout adulte, à un moment donné de sa vie, parce que son hamster est mort, parce que papa a perdu son travail, parce que sa grand-mère est malade, enfin peu importe. On est tous à un moment donné dans un état de vulnérabilité, donc là c'est présumé, c'est pressenti, l'enfant va tenter de taquiner. Là, s'il n'y a pas de réponse précisément en raison de cette vulnérabilité, parce que ça tétanise, là, l'enfant harceleur s'est dit je peux y retourner, donc il y retourne, il n'y a toujours pas de réponse, il y retourne, il n'y a toujours pas de réponse. C'est ainsi que le cercle vicieux, au fond, du harcèlement en milieu scolaire et ailleurs se met en place. Ce qui est intéressant dans cette notion de vulnérabilité qui est totalement universelle, c'est que c'est un des points qui explique, selon nous, que le harcèlement en milieu scolaire, tout comme la violence conjugale, ne connaît aucune frontière, ni socio-professionnelle, ni géographique, mais que c'est très équitablement, le mot équitablement est entre guillemets, réparti sur les différents territoires. Donc, du coup, Jean-Paul me dit, ben voilà, donc moi je suis sur ce banc, ils font ça. Je lui demande de me décrire un peu Lucas, et il me dit, ben Lucas, c'est le genre de mec que tous les garçons voudraient comme ami. Et d'ailleurs, un point hyper important, il me dit, il est très sympa avec ses amis. Hein, c'est pas un psychopathe, je veux dire. C'est ça qu'il faut aussi oublier, en fait, hein, dans cette analyse-là. Il est plutôt très sympa avec ses amis. Les profs l'aiment bien parce qu'il a de bonnes notes, mais pas trop. Enfin, il est juste comme il faut. Voilà. Et les filles le trouvent tellement trop beau, quoi. Donc, en gros, c'est vraiment quelqu'un qui, d'une certaine manière, d'un point de vue interactionnel, arrive à gérer très, très bien à 360, pour le coup, et non pas à 180. Et donc, Jean-Paul me dit... voilà, donc au fond, j'aimerais bien changer d'établissement. Et je lui réponds, je comprends parfaitement ça. Et en même temps, imaginons que dans l'autre établissement, il y a un autre Lucas, en fait. Imagine. Un Lucas peut-être un peu moins méchant ou peut-être un peu plus méchant, je ne sais pas, enfin avec une autre bande, mais voilà, imaginons que ce soit dans la même situation. Ça veut dire que si ça recommence, tu ne sauras toujours pas faire. Et ça, c'est très ennuyeux parce qu'en fait, des Lucas, il y en a un peu partout, au fond. Parce qu'évidemment, c'est une erreur absolument logique en fait d'imaginer qu'il y a des établissements où ça ne se passe pas. Contrairement à ce que certains chefs d'établissement très très privés essayent de nous faire croire. Je veux dire, évidemment qu'il y a des choses de cet ordre-là, des escalades complémentaires, comme on disait tout à l'heure, dans n'importe quel système humain. En fait, je veux dire, c'est à partir du moment où il y a plus d'un certain nombre de personnes. Simplement, lorsqu'il y a beaucoup de contrôle dans un certain nombre d'établissements, beaucoup de contrôle adultes, alors l'escalade complémentaire est beaucoup plus souterraine, elle passe en dessous des radars. Et franchement, moi, les cas de harcèlement les plus horribles que j'ai horribles en termes de cruauté, hein, que j'ai pu observer, c'était vraiment dans des établissements où le contrôle était très fort, en fait, où du coup, c'était fait de façon absolument abominable et tellement subreptice, tellement souterraine, qu'en effet, personne n'y avait plus accès. Donc, du coup, je lui dis, moi, je trouve que ce serait bien qu'on s'entraîne, là, pour l'instant, sur le Lucas qu'on a en face de nous, puisqu'il est quand même assez coriace et assez cruel. Et je me dis que ce serait quand même hyper intéressant que toi, tu apprennes à faire avec des comportements problématiques comme ça, quoi. Et puis, alors, ensuite, en septembre, il sera peut-être temps de changer de collège, mais au moins, tu partiras la tête haute. Parce qu'au fond, si on en revient à cette notion de vulnérabilité, la deuxième chose qu'on comprend quand on change un enfant comme ça d'établissement parce qu'il a été harcelé et qu'il arrive le premier jour de la rentrée dans le nouvel établissement, qui peut être plus vulnérable que lui à cet instant précis? C'est-à-dire qu'il est totalement saisi par un espoir absolu que ça ne se reproduira pas et totalement paniqué à l'idée que ça arrive. Et donc, il a une posture qui prouve à quel point, évidemment, il est extrêmement fragile, en plus de sa solitude évidente, puisqu'il arrive tout seul dans ce nouvel établissement.
Et donc, je dis à Jean-Paul, mais en même temps, pour l'instant, je parle dans le vide parce qu'en fait, je connais pas bien la situation. Je vois très bien ce qui t'arrive là en ce moment, ce qui t'est arrivé en tout cas depuis le début, mais j'ai une question à te poser qui est hyper importante pour moi parce que sinon, je pourrais pas du tout t'aider. C'est au fond, qu'est-ce que tu as déjà mis en place, toi, Jean-Paul, pour faire en sorte que tout ça s'arrête? Donc ça, comme Cyril l'a dit tout à fait brillamment en introduction, c'est vraiment le sujet central de l'école de Palo Alto. C'est-à-dire que les penseurs de l'école de Palo Alto ont mis en exergue un certain nombre de prémices tout à fait intéressantes, dont une, et qui est qu'au fond, qui est arrivée donc à une espèce d'axiome, qui est que c'est souvent ce qu'on met en place pour résoudre un problème qui non seulement ne le résout pas, mais l'alimente, voire l'aggrave. Je redis. C'est souvent ce qu'on met en place pour résoudre un problème qui non seulement ne le résout pas, mais l'alimente, voire l'aggrave. Cet axiome-là, il est extrêmement intéressant parce que du coup, on va totalement plonger dans la réalité de la personne qui est en face de nous quand elle nous demande de l'aide pour pouvoir rapidement comprendre exactement quelle est sa vision du problème. Je vois que Yann parle et je ne sais pas ce qu'il... Ah. Est-ce qu'on le fait tout de suite ou pas? Peut-on revenir sur la notion d'escalade complémentaire? Est-ce qu'on le fait tout de suite ou à la fin? Plus tard, je pense, ouais. Plus tard, d'accord, ok. Non, juste... Merci. Je reviendrai avec plaisir, évidemment. Donc, du coup, ça y est. La fille qui est quand même monotache, quoi. C'est la vieillerie, ça, c'était extrêmement moche. À quel point, ce qu'on met en place pour Oui, résoudre c'est ça. Bah oui, c'est quand même important. Donc, oui. la Donc, phrase, le problème, c'est la solution, en fait. C'est ça. Paul Václavic, le problème, c'est la solution. C'est exactement ce que veut dire cette phrase. Et c'est hyper intéressant parce que je trouve que chez nous, c'est une résonance encore plus forte parce que la persévérance est quelque chose d'extrêmement valorisé, en fait. Je pense que c'est un peu judéo-chrétien, je ne sais pas dans quelle racine, mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif dans la persévérance. Et encore, et tout ça, et ça ne marche pas, mais on continue parce que c'est comme ça, en fait, parce qu'on ne voit pas du tout ce qu'on pourrait faire d'autre, déjà, ou parce que ce qu'on pourrait faire d'autre nous paraît totalement aberrant. Comme nous le disons souvent à nos patients quand ils disent mais moi j'ai tout essayé et puis je suis comme voilà, je suis dans une voie sans issue comme dans une voie sans issue quoi, et donc je n'ai plus aucun recours quoi. Et donc nous on dit bah si on peut faire demi-tour. Et c'est vraiment ça en fait, hein, ce que va nous apprendre l'école de Palo Alto, c'est que à un moment donné, quand on a essayé un certain nombre de choses toujours dans le même sens. Ça veut dire que ce sont les mêmes choses de façon concrète, mais ça veut dire qu'elles vont toujours dans le même sens, qu'elles alimentent toujours un même thème, au fond, d'action, et que visiblement ça ne fonctionne pas, alors ça veut dire qu'il est intéressant d'essayer exactement l'inverse. Pourquoi exactement l'inverse? En dehors de l'esthétisme de ça, sur un plan pédagogique, c'est que quand on fait l'inverse de ce qu'on faisait jusqu'à présent, on ne peut plus faire ce qu'on faisait jusqu'à présent. C'est que pour ça, en fait. C'est pas pour faire autre chose, c'est pour bloquer ce qu'on fait et qui alimente. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être assis et debout à la fois. Et donc, ça veut dire que lorsqu'en effet, quelqu'un fait exactement l'inverse de ce qu'il faisait jusqu'à présent, alors il ne peut plus continuer à faire ce qu'il faisait. Je le dis parce que parfois, il est beaucoup plus difficile d'arrêter de faire quelque chose, en fait, tout simplement, que de faire autre chose à la place. C'est la raison pour laquelle le 180 degrés va vraiment donner des propositions d'action exactement à l'opposé. Et donc, Jean-Paul, pardon. Pour être sûr que ça soit bien compris, du coup, si je résume avec mes mots, l'idée, c'est de dire que quand tu parlais de variation du même thème, entre guillemets, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on a tout essayé, on ne se rend pas forcément compte que toute l'aisance, la souplesse relationnelle dont on a pu faire preuve pour essayer plein de stratégies différentes, c'est finalement un peu les mêmes stratégies parce qu'elles proposent la même chose. D'un point de vue de l'école de Palo Alto, en fait, elles passent le même message. Et du coup, c'est se rendre compte qu'elles vont dans le même sens pour essayer d'adopter une stratégie d'une nature vraiment différente, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, très concrètement, on va lister, mais ça marche vraiment dans toutes les situations. On va lister ce qui a été tenté de façon extrêmement besogneuse. Enfin, ça ne demande aucune intelligence.
Voilà, donc on va dire, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et alors, on va faire comme si on mettait ça dans un sac et on va essayer d'en trouver l'étiquette. Quelle est l'étiquette de ce sac? C'est-à-dire qu'on va passer des éléments de ce sac à la classe. Donc, on va changer de niveau logique. Hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment passer de l'élément à la classe. Et c'est seulement quand on a la classe, c'est-à-dire quand on a l'étiquette de ce sac, qu'on va chercher une nouvelle étiquette qui est exactement à l'inverse de cette première étiquette. Et ensuite, on va aller chercher dans le sac de cette nouvelle étiquette des choses à faire qui seront exactement à l'inverse. J'ai beaucoup de mimes, je vois que c'est... Donc, avec ce flou, en plus, ça ne va pas très bien. Donc, vraiment, l'idée, c'est de lister. Ensuite, c'est de monter au thème de tout ce qu'on a listé, en essayant le plus possible d'utiliser un verbe d'action à l'infinitif, pour pouvoir ensuite trouver un verbe d'action totalement opposé, et ensuite redescendre concrètement pour voir ce qu'on va faire. Mais je vais vous l'illustrer tout de suite. D'une façon générale, par rapport à ce que disait Cyril au début, déjà, quand on est face à un problème, et là, je vais revenir quand même un peu sur cette définition palo-altienne du problème, parce que c'est précis, faire cet exercice-là, c'est déjà commencer à voir les choses différemment. C'est déjà commencer à se dire, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné? Est-ce que je me dis juste, là je me mets dans la tête de l'audience que je connais pas mal, est-ce que peut-être tu peux juste aller au bout de enfin avec l'exemple peut-être de Jean-Paul, sur cette, pour oui, tout à fait. c'est que Oui, tout à fait. c'est des choses et remonter des éléments à la classe. Et tout à fait. Donc justement, je pose cette question à Jean-Paul parce que je commençais à remplir mon sac. Et donc Jean-Paul me dit, la première chose que j'ai faite, c'est que j'en ai parlé à maman. Ce qui paraît relativement logique, puisque comme toute l'institution n'a de cesse de dire aux enfants, parle à un adulte, parle, libère ta parole, et comme ça, il s'occupera de ta situation. Bon, donc c'est assez logique que certains parlent. Je constate que 60% des enfants n'en parlent pas néanmoins, malgré ces injonctions très fortes de façon globale, parce qu'ils savent, en fait, ils pressentent pour un certain nombre d'entre eux ce qui va se passer. Donc, on a ici une maman que nous, on appelle les mamans Gandhi, la maman de Jean-Paul. Donc, alors, je précise, parce que c'est important, Jean-Paul me dit, par contre, à maman, je lui dis que 10% de ce qui m'arrivait. 10%, j'ai pas tout dit, parce que sinon, elle va beaucoup souffrir, et elle va pleurer, et je veux pas que maman pleure. Et si maman pleure, papa va être super en colère. Enfin, tout ça va très mal se terminer. Donc, il me dit, donc je lui ai dit, en gros, parfois, le cas m'embête parce que je suis tout seul. Je lui dis oui, chouchou, c'est quand même extrêmement atténué. Enfin, je veux dire, on n'a pas du tout, enfin, c'est pas du tout l'étendue du problème, quoi, d'accord? Et donc, alors, qu'est-ce qu'elle a répondu? Donc, on a ici ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, une maman Gandhi, donc une maman qui considère que on ne répond pas à la violence par la violence, que, voilà, ce qui compte, c'est de vivre ensemble, tout ça. Toutes sortes de choses absolument remarquables. La question, c'est l'opérationnalité, en fait, derrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on conseille, en fait, à l'enfant? Et souvent, ces mamans ou ces papas, ce qu'ils vont conseiller à l'enfant, c'est la chose suivante, c'est de faire comme s'il n'entendait pas. Donc ça, c'est une intention qu'on comprend et qui est totalement louable en se disant ils vont finir par se lasser devant tant d'indifférence. Sauf que là, on revient encore au langage implicite explicite, au langage digital analogique, c'est que quand on a 12 ans, faire comme si on n'entendait pas alors qu'on se fait maltraiter de façon hyper violente 3 fois par jour, c'est impossible. C'est-à-dire que implicitement, il voit bien en fait que évidemment il y a de la souffrance. Moi, je reçois des enfants qui ont complètement intégré cette injonction parentale, qui prennent sur eux en fait en se disant ça va finir par ça. Donc ils sont complètement lisses. On dirait des poupées cassées qui auraient les yeux tournés vers l'intérieur. Et moi, cela me font très peur parce qu'ils ont arrêté d'interagir en fait, parce que les interactions leur sont devenues trop douloureuses, quoi. Et du coup, Jean-Paul, parce qu'il fait confiance à sa maman, ce qui est parfaitement logique, met en place ça. Donc, il essaie de sourire vaguement quand il l'attaque. Là, il le traite de triso. Enfin, il me dit ça encore pire, en fait, pendant un moment, puis après, ça reste exactement pareil, donc ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Ça a un peu aggravé, ça alimente vraisemblablement, mais en tout cas, ça n'a pas d'impact, c'est-à-dire que le cercle vicieux continue. Donc ensuite, il me dit, la deuxième chose que j'ai faite, parce que ça ne fonctionnait pas, alors il est à noter, parce que ça c'est important, que lorsque sa mère lui dit comment ça va, là maintenant avec Lucas, il dit ça va super bien. Super. Ensuite, la deuxième chose qu'il fait, c'est que, comme ça n'a pas fonctionné, il va en parler à la CPE,
toujours, voilà, parce qu'il fait confiance aux adultes. Et donc, il va voir la CPE. Et là, la CPE, qui est une CPE remarquable, il dit elle est vraiment top, tous les élèves l'adorent et tout ça. Et là, j'ai pas du tout atténué, j'ai dit exactement tout ce que j'avais à dire, quoi. Et du coup, bah, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a convoqué Lucas et 3 de ses adjoints là, et elle leur a dit en substance ce que Jean-Paul me remonte est absolument inadmissible, ça relève du pénal. Je vous informe que si jamais les parents de Jean-Paul décidaient de porter plainte, vos parents pourraient être vraiment très, très largement punis, en fait, à la fois financièrement et même par des peines d'emprisonnement, s'il devait y avoir des conséquences graves. Donc, voilà, je vous en informe et je vais les en informer également afin que vous soyez punis des deux côtés. Deuxièmement, ça fait quand même depuis la 6e et même je pense que vous avez eu en primaire des interventions sur les conséquences absolument dramatiques du harcèlement, à quel point c'est mal, à quel point ça ne va pas. Vous avez vu un policier, vous avez vu une psychologue, vous avez vu plein de gens qui sont venus vous expliquer ça en matière de prévention. Donc, je ne sais pas ce qui ne rentre pas dans votre cerveau, en fait. Je ne comprends pas, en fait, ce qui se passe. Et puis, donc, elle termine en disant je vais être claire avec vous. Si jamais Jean-Paul me remonte d'autres faits de cet acabit émanant de votre part, alors ce sera conseiller de discipline et je mettrai tout mon poids dans la balance pour que vous soyez viré de façon définitive. Donc, est-ce que c'est bien clair? Donc là, Jean-Paul me dit, j'étais tellement soulagée, je me disais, enfin, un adulte voilà, s'occupe de ça et ils vont évidemment arrêter. Et donc, je lui dis d'accord. Et donc, comment a réagi Lucas? C'est souvent à ce moment-là de l'entretien, moi, qui pleure, en fait. Hein. C'est pas tellement au début, c'est à ce moment-là. Et Jean-Paul, en pleurant, donc me dit, en fait, Lucas s'est retourné vers moi et il m'a dit, gros, je savais pas que ça te faisait autant de peine, sinon j'aurais arrêté. Et pourquoi Jean-Paul pleure? Parce qu'il le croit. Comme la CPE d'ailleurs, hein, qui est prise d'un espèce de sursaut presque orgasmique de citoyenneté, de pédagogie, en se disant « Ah, quelle belle prise de conscience !» Elle est presque à féliciter Lucas, hein, mais Jean-Paul. C'est-à-dire que limite, on est limite à presque enlever la punition tellement c'est émouvant, cette prise de conscience. Et Jean-Paul me dit j'ai honte aujourd'hui de le dire, mais de l'admettre, mais j'ai même espéré qu'on serait copains. Il me dit, je l'ai espéré d'autant plus fort que pendant 3 jours, il ne s'est rien passé. Rien, strictement rien. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas parlé, ils ne sont pas venus vers moi. Quand je les ai croisés, ils ne me regardaient pas, enfin, et tout ça. Et je me suis dit, ça y est, que je suis sauvée les 3 plus beaux jours de ma vie, en fait, dans ce collège. Et puis, le 4e jour, ils m'ont chopé dans ce qu'on appelle, nous, les zones grises des établissements, c'est-à-dire les zones où le regard de l'adulte va peu et qu'ils connaissent parfaitement bien. Et donc, Lucas a pris Jean-Paul, il l'a collé contre le mur, il a dit espèce de poucave de merde. Si jamais tu redis un mot, si jamais je me refais convoquer à cause de toi, je te tue. Et Jean-Paul me dit, je ne le crois pas tellement, mais ça fait quand même super peur. J'ai dit, mais ça fait super peur, Jean-Paul. Enfin, moi, je serais terrorisée, quoi. C'est horrible, je ne sais pas comment tu fais, en fait. Je ne sais pas comment tu fais, dans quelles ressources tu vas puiser pour continuer à retourner au collège. Il me dit, donc à partir de là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai évité le plus possible de les croiser. Donc, je reste plus tard dans la classe. Je vais plutôt dans la classe d'après. J'essaie d'éviter les interclasses. Je vais beaucoup au CDI, mais au CDI, ils m'ont poursuivi la dernière fois. Je vais beaucoup à l'infirmerie. À noter que quand tu croises la CPE et qu'elle lui dit, ça va, Jean-Paul, il dit, super. Et donc, c'est comme ça, en fait, que Jean-Paul atterrit dans mon cabinet parce que l'infirmière lui dit, c'est quand même extrêmement bizarre que tu aies mal au ventre à chaque interclasse, en fait, et que tout à coup, juste après, pour le cours d'après, tu n'as plus mal, hein, et tu avais pas mal au cours d'avant. Donc, c'est ça qui m'étonne comme maladie. Donc, parce qu'on leur la fait pas trop aux infirmières scolaires. Et donc, il lui dit cette phrase assez intéressante. Il lui dit, est-ce que tu jures que tu n'en parles à personne? Parce que Jean-Paul a perdu confiance, en fait. Parce que Jean-Paul se dit, si j'en parle, ça risque d'être pire parce que c'est ce qui s'est passé au fond. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de le choper en faisant des guet-apens, ça devient de plus en plus violent physiquement, ils le font tomber dans les escaliers, ils font des balayettes et ils continuent à l'insulter exactement de la même façon dès qu'ils peuvent. Donc, si je reviens à ce qu'on disait juste avant, Jean-Paul, au fond, il a essayé 3 choses. Au tout début, il leur a dit d'arrêter.
comme font souvent les enfants victimes de harcèlement, il leur a dit « Mais arrêtez, vous êtes trop pas mature. Ça se fait trop pas, quoi, c'est nul. » Et donc là, Lucas lui a répondu « Parce que si j'arrête pas, tu fais quoi en fait ?» Et Jean-Paul a dit « Ben rien, mais ce serait quand même bien d'arrêter, ça serait quand même plus mature. » Bon, ça n'a pas fonctionné, hein, c'est-à-dire que c'était pas exactement répulsif. La deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il en a parlé à sa mère, dans l'espoir que sa mère trouve un moyen pour qu'ils arrêtent. Et puis enfin, il est allé voir la CPE pour qu'elle fasse en sorte qu'ils s'arrêtent directement. Donc, vous voyez que c'est trois choses différentes sur un plan tactique. Mais au fond, l'étiquette de ce sac, c'est que d'une certaine manière, il leur a demandé d'arrêter. De différentes façons, directes, indirectes, en se faisant conseiller, en étant aidé par la CPE. Et que lui, en effet, considère, dans ce qu'il nous raconte ici, que les faits de harcèlement ont été augmentés. En tout cas dans leur intensité, si ce n'est dans leur fréquence, parce qu'il arrive à mieux les éviter. Je dis à Jean-Paul, donc on est bien d'accord que toi, ce que tu as fait jusqu'à présent, ça va dans le sens de leur demander d'arrêter, ce qui est parfaitement logique. Jean-Paul, on est bien d'accord. Enfin, je ne vais pas te reprocher d'avoir fait ça, on est bien d'accord, mais on est d'accord qu'on a fait quand même, tu as fait quand même beaucoup de choses pour aller dans ce sens-là et que ça ne marche pas. Et donc, je me demande s'il ne faudra pas qu'on fasse l'inverse, en fait, du coup. Parce que je lui dis, au fond, tu leur as demandé d'arrêter, tu as mis en place toutes sortes de choses pour qu'ils arrêtent. Et le message implicite en même temps que tu envoies en leur demandant d'arrêter, c'est « mais moi, je ne ferai rien de plus. Il n'y aura pas de conséquences de ma part, parce que moi, je ne sais pas faire en fait. » C'est ça le message que tu leur envoies. Deuxièmement, le message que tu leur envoies en leur demandant d'arrêter, c'est que tu leur montres à quel point ça te fait souffrir. Or, nous, ce dont on se rend compte de plus en plus, c'est que le carburant de ces faits-là, de harcèlement, c'est précisément la souffrance perçue par le harceleur. C'est-à-dire que c'est cette souffrance-là, c'est le feedback, ce que la systémie appellerait le feedback perçu par l'enfant harceleur, c'est Jean-Paul souffre, donc ça veut dire que ça fonctionne. Ça marche. Donc, je lui dis, si on essaye de faire exactement l'inverse, d'un point de vue strictement linguistique, ça veut dire qu'il faut qu'on les exhorte à continuer, au lieu de les exhorter à arrêter. On est d'accord? Et là, il me regarde, il me dit, mais toi, en fait, ton diplôme, tu l'as eu en faisant beaucoup d'études ou c'était un peu sur Internet et tout ça? Bon, bref, donc je lui dis non, pas du tout. J'ai fait d'énormes études horribles en Belgique. Enfin, c'était affreux. J'ai pris l'accent belge, tout ça est affreux. Mais voilà, mais je comprends que tu trouves ça un peu bizarre. Je lui dis, mais c'est parce que tu oublies le sous-titre en implicite, c'est continue, Lucas, et contemple les conséquences de ma part parce que désormais il va y en avoir. C'est ça le vrai virage à 180 degrés. Et là, Jean-Paul me rappelle sa troisième caractéristique. Il me dit, je te rappelle qu'ils sont 5 et que je fais 32 kilos, tout mouillé, quoi. Je dis, je sais bien. Donc là, vous voyez, on a nos 3 tentatives de régulation, on a l'étiquette de ce sac, exhorter à arrêter, on a, pardon, le thème à 180 degrés, exhorter à continuer, ou en tout cas, dire, vous pouvez continuer, mais il y aura des conséquences de ma part. Et maintenant, il faut qu'on trouve quoi faire dans ce sac dont on a l'étiquette. C'est clair ou pas? Je ne me rends pas compte, Cyril, si je suis claire ou pas. Je t'invite à clarifier peut-être, non? Je pense que c'est clair. En revanche, je pense qu'on se donne juste encore 10 minutes pour filer cet exemple. Je sais que ça va se dénouer. Je me dépêche. Voilà, pour ensuite essayer de faire Oui, je me dépêche. Donc, du coup, je lui dis qu'est-ce qui se passerait si cet après-midi, tu retournes sur ton banc, par exemple. Il me dit, bah, si je retourne sur mon banc, ce qui est déjà un message implicite à 180 degrés. Que c'est l'inverse d'éviter, c'est venez. Eh bien, il me dit, bah, ils viendront comme une nuée de guêpes attirée par la pommier, ils viendront immédiatement, ils seront en face de moi, et puis à côté de moi, ils recommencent. Et donc, je lui dis, donc, imaginons que donc, Lucas te dise la espèce de casseuse sur petite sociale, etc., et que toi, tu répondes, c'est vrai que j'ai pas de vie sociale, mais j'ai l'impression que toi, sans moi, t'en as pas trop non plus. Ce qui est brillant, vous en conviendrez.
Bref, donc Jean-Paul me regarde et il fait Je lui dis quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit mais ça veut dire qu'il ne va pas du tout apprécier. Je lui dis mais je ne veux pas qu'il apprécie en fait, clairement, chouchou. Moi ce que je veux c'est que ça soit inconfortable pour lui plutôt qu'inconfortable pour toi, quoi. Tu as compris le mouvement. Il me dit ouais mais là il va vraiment pas être content. Je lui dis tiens il va faire quoi? Il me dit bah là il va me prendre, je pense, il va me coller contre le banc, il va me dire espèce de connard, t'as dit quoi? Je lui dis d'accord, ok, c'est tout à fait vraisemblable, je pense que tu as raison, c'est ça qu'il va faire. Et donc là, qu'est-ce qui se passe si alors à ce moment-là, tu lui dis ah d'accord, mais donc en fait, c'est un peu plus que de l'amitié, quoi. Tu me dis vraiment, tu as besoin de me toucher en plus, toi, en fait. C'est ça qui se passe, quoi. Il me dit oh, je lui dis quoi? Il me dit ah ben non, mais là, il va vraiment pas être content. Je lui dis pourquoi il est homophobe? Il me dit ah oui. Je lui dis ah d'accord, il n'a aucune qualité. Bon bref, donc très bien. Donc je lui dis donc il va vraiment pas être content. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il dit bah là, il va me jeter par terre, ils vont me donner des coups de pied partout, ça va être horrible. Ils vont me faire super mal dans des endroits qui font super mal, comme par exemple les tibias. Je lui dis, en effet, c'est tout à fait possible qu'en effet, il fasse ça, ça arrive. Et donc, il te blesse peut-être mortellement. Enfin, tout ça est affreux. Et je comprends que ça te fout super la trouille, quoi. Et Jean-Paul me dit, ouais, mais enfin, bon, si je meurs, je dirais, c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Donc, ça, c'est Jean-Paul, hein, c'est son prénom qui fait des blagues du 19e. Donc, je lui dis, mais écoute, tout à fait, c'est une belle réplique. Je lui dis, bon, alors donc, en fait, ce qui se passe à ce stade, c'est que on est face à une alternative. Tu es face à une alternative. Et moi, je suis à côté de toi parce que je ne peux pas y aller à ta place. Soit, en effet, tu continues, au fond, à leur dire d'arrêter, à leur montrer à quel point tu souffres, donc à les éviter, voilà, enfin, à faire tout ce que tu fais là et qui, visiblement, ne fonctionne pas, mais en même temps, tu es habitué d'une certaine manière. Et, et l'habitude, c'est quand même quelque chose qui un peu est rassurant, même si c'est horrible. Soit, en effet, tu décides de faire l'inverse, c'est-à-dire voilà, de leur dire de leur dire que ça t'amuse, en fait, que tu n'as plus aucun problème et de ridiculiser un peu leur posture de harceleur. Mais c'est pas sans risque. Et le risque, tu l'as bien compris, tu l'as bien identifié, c'est qu'ils soient hyper vexés et que du coup, ils en viennent à de la violence physique. Donc ces deux voies sont extrêmement problématiques. Et je ne sais pas du tout, laquelle est la moins problématique pour toi, quoi, vraiment. Et Jean-Paul me dit, là, vous voyez, en fait, je fais quelque chose qu'on fait souvent, nous, dans notre pratique clinique, qu'on appelle l'alternative stratégique. C'est que je lui dis, tu peux continuer, et voilà ce qui va se passer, ou tu peux faire exactement l'inverse, et voilà les risques. On est d'accord? Et je responsabilise, en fait, cet enfant par rapport à ce qu'il a envie de faire, en lui faisant faire un choix entre continuer, ce que je respecterai infiniment, ou faire un virage à 180 degrés. Ce que je vais vous montrer, c'est que le virage à 180 degrés, c'est hyper compliqué, en fait. Hein. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de magique. Et ça comporte évidemment tous les inconvénients. Et il me dit, ce qui se passe, c'est que dans la deuxième option, si je me fais taper, c'est parce que j'aurais résisté. Je dis oui, c'est vrai. Il me dit, et c'est beaucoup moins humiliant. Je lui dis peut-être, mais ça peut être très douloureux physiquement. Il me dit, ouais, mais pour moi, alors là, en termes de douleur, je pense que ce sera moins horrible. Je lui dis, bah écoute, on va y réfléchir. Il me dit, non, non, je vais y aller cet après-midi sur mon banc. Je lui dis, Jean-Paul, je n'ai pas dit qu'on y allait, toi non plus, pour l'instant c'est trop tard, c'est trop court comme délai de réflexion. Et puis donc comme il insiste, je lui dis, est-ce que tu peux m'envoyer un SMS ce soir pour m'indiquer que tu n'es pas décédé? Il me dit, t'inquiète, ce qui veut dire va te faire foutre en langage adolescent. Donc évidemment, je n'ai pas de SMS ce soir même. Et 15 jours plus tard, je ne suis pas très inquiète. J'ouvre la porte de ma salle d'attente, c'est un mercredi, il y avait plein de monde. Il est là. Et ça, alors ça, je pense que c'est notre bonheur, c'est qu'on ne les reconnaît pas en fait. Quand ils ont fait un virage à 180 degrés de ce type-là, on ne les reconnaît pas physiquement. Et du coup, il se lève un peu mu comme mu par un ressort et il me dit, je l'ai fait. Je lui dis, est-ce que tu souhaites en parler peut-être ici ou conférence de presse peut-être ou est-ce que bref, donc il me suit dans mon cabinet et c'est très mignon parce qu'il me dit en fait donc j'ai fait ce qu'on a dit et je me suis dit Jean-Paul tu pourrais rajouter ta petite touche personnelle et là je suis un peu inquiète parce que vous voyez comment il est un peu voilà je dis et alors qu'est-ce que tu as fait? Il me dit une fois que je lui ai dit moi j'ai l'impression que toi sans moi tu n'as pas trop de vie sociale, j'ai tapé sur le banc à côté de moi, j'ai dit est-ce que tu veux en parler avec tonton Popol? Donc, des fois, il s'empare quand même du truc pour co-créer, en fait, finalement, quelque chose qui est encore plus personnel. Et à partir de là, il me dit, et je me suis dit, Jean-Paul, tu les tiens, les lâche plus. Et donc, à partir de là, chaque fois qu'il les a croisés dans l'enceinte du collège et qu'il venait vers lui, qu'il s'approchait de lui, il a ouvert les bras, il a fait. Et donc, il a fait 2 fois et puis ils ont arrêté, en fait, de s'approcher.
Donc Jean-Paul va bien. Et Jean-Paul m'a dit, est-ce que je pourrais être dans ton prochain livre? Je lui ai dit, pas du tout, non, parce qu'en fait, moi, j'écris des livres où je décontextualise tout, évidemment, pour que personne soit reconnaissable, quoi. Il m'a dit, oui, moi, je veux mon histoire et je veux être reconnaissable et je veux que tu écrives Jean-Paul et tout. Je lui ai dit, bah, c'est pas comme ça que je fais d'habitude. Il me dit, je me permets d'insister. Donc, pardonnez-moi, c'est moi qui fais ce bruit. Donc, du coup, il est dans mon livre, dans un de mes livres pour enfants. Voilà. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment qu'à un moment donné, on va proposer quelque chose qui est à l'opposé de ce qui a été fait, mais qui, encore une fois, je le redis parce que c'est hyper important, n'est pas une solution magique. La solution magique, elle serait au milieu où il n'y aurait ni les inconvénients de l'un, ni les inconvénients de l'autre, mais c'est impossible en fait. Et ça a été, c'est vraiment ce qu'on appelle nous les inconvénients de l'amélioration, c'est qu'il ne peut pas y avoir de changement, même positif sur un certain nombre de points, sans inconvénients, ou sans risque, ou sans renoncement, d'une certaine façon. J'ai tenu le timing, tu as vu, j'ai parlé hyper vite, c'était bien ou pas? Moi, du coup, j'ai une question pour toi pour juste préciser quelque chose. C'est que, en fait, dans le cas que tu présentes là, le changement, il ne vient pas en fait de la contrainte qui est exercée sur Lucas et sa bande, il vient d'un comportement nouveau, entre guillemets, qu'adopte Jean-Paul et qui transforme la relation. Oui. En fait, c'est hyper important que tu dises ça. Ce que disait Paul Václavic, ce qu'il a dit assez rapidement, c'est qu'il a dit avec l'école de Palo Alto et la clinique selon Palo Alto, on ne soigne pas des personnes, on soigne des relations. Et ce que considère l'école de Palo Alto, en effet, c'est que ce sont les relations qui sont dysfonctionnelles, pas les gens. C'est pour ça qu'on a des débats extrêmement houleux avec un certain nombre de psychiatres sur les diagnostics posés sur un certain nombre de personnes, parce qu'on trouve que le diagnostic psychiatrique, par exemple sur les enfants, qui est quand même en hausse exponentielle, ne prend pas en considération le contexte interactionnel. On ne prend pas en considération ces liens là dont on vient de parler qui peuvent être en effet dysfonctionnels. Et nous, en fait, dans le dernier bouquin qu'on a écrit avec Alessandro Elia, qui est un remarquable psychologue, en fait, on dit, nous, on propose un diagnostic interactionnel de la situation. C'est-à-dire, que fait cet enfant avec ce problème-là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait avec lui au niveau adulte, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison? Et qu'est-ce qu'il fait lui avec lui-même aussi? Parce que ça, c'est hyper pris en considération par l'école de Palo Alto. Et comment est-ce qu'on peut aider, à partir de ce diagnostic interactionnel, à faire des choses radicalement différentes? Et si ça ne fonctionne pas, s'il n'y a rien comme apaisement, alors il sera toujours temps de faire un diagnostic intrapsychique. Mais le diagnostic interactionnel est beaucoup plus écologique parce qu'un diagnostic intrapsychique, ce n'est pas psychodégradable. Ça reste, en fait. On est labellé, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et du coup, concrètement, donc, si on va encore un cran plus loin, ça veut dire que cette idée de diagnostic interactionnel, c'est de se dire qu'en fait, le problème, la souffrance, entre guillemets, on décale la perspective en disant qu'on ne part pas, elle n'est pas inhérente aux personnes, mais c'est une qualité émergente, c'est moi j'ai déjà entendu cette notion pas mal de fois, c'est une qualité émergente de la relation en fait, entre là en l'occurrence Jean-Paul et Lucas et sa bande, entre des individus. Donc le problème est au niveau de la relation et il émerge de cette relation et non pas au sein des individus, ce qui veut dire au passage que en termes de pouvoir, on a quand même d'un coup beaucoup plus de pouvoir parce que si on fait partie de la relation, on est une partie de la solution. Absolument. Et inversement, si on ne fait pas partie de la relation, on n'a pas d'impact. Parce que c'est ça aussi que vient illustrer ce cas-là, comme d'autres, c'est que intervenir dans une relation alors qu'aucun des protagonistes ne nous l'a demandé, par exemple, comme dans le cas, par exemple, où des adultes, alors même que Jean-Paul ne leur a pas demandé, vont voir d'autres enfants en disant si vous pouviez jouer avec Jean-Paul, ce serait quand même vraiment sympa. Ils viennent, d'une certaine manière, interagir dans une relation qu'ils ne tiennent pas par un bout, si on considère la relation comme une ficelle, par exemple. Et donc, ils font des nœuds. Forcément, en fait. Quand on ne tient pas une relation par un bout et qu'on se met dedans, on fait des nœuds. Et ça, on le fait beaucoup dans les organisations, par exemple. Mais dans les organisations aussi, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on va beaucoup chercher des coupables, en fait. On va beaucoup chercher des coupables, soit parce qu'ils sont paresseux, soit parce qu'ils, je sais pas quoi, soit parce qu'ils ne sont pas dans les bonnes valeurs, soit parce que, et on est en train de diagnostiquer des individus au lieu de se dire qu'est-ce qui se passe relationnellement, en fait. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire avec cette personne-là?
qu'est-ce que moi j'ai essayé de faire, qu'est-ce que le groupe a essayé de faire, qu'est-ce que la hiérarchie a essayé de faire, enfin. Et la plupart du temps, vraiment, quand on fait cet exercice-là, on se rend compte qu'on fait toujours dans le même sens. Vraiment, vraiment, on continue, on persévère. Voilà, des gens qui sont, par exemple, qui adorent persévérer beaucoup, mais parce que sans le vouloir, évidemment, ce sont les enseignants. Les enseignants sont vraiment incroyablement persévérants dans des choses qui ne fonctionnent pas. Mais parce que pour eux, c'est comme ça, parce que pour eux, c'est ça leur job, parce que c'est ce qu'on leur a appris aussi, parce que c'est leur vision du monde. Et c'est vrai que parfois, faire un virage à 180 degrés, ça vient heurter nos visions du monde, donc c'est compliqué. Et du coup, c'est un changement systémique, c'est un changement de type 2. Oui. Est-ce que tu peux l'expliquer du coup, parce que en fait, c'est au niveau de la relation, donc les règles du jeu, si je reprends tes mots en début de webinaire, c'est au niveau de la relation, donc des règles du jeu, qui est une transformation et non pas un changement tactique, mais qui est la même chose. Et du coup, la relation étant transformée en elle-même, ça produit un résultat qui est différent. En l'occurrence, là, le harcèlement arrête pour Jean-Paul. Et c'est en ça que c'est vraiment un changement non pas de gré de la solution, mais de nature. Exactement ça. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire que je vous rappelle que c'est une escalade complémentaire, et donc ce que dit l'école de Palo Alto, quand il y a escalade complémentaire et que ça génère de la souffrance, alors il est urgent de mettre du symétrique, d'accord? C'est-à-dire de ramener ici un équilibre qui fait qu'on n'est plus en escalade complémentaire. Et ça, c'est un changement de règle du jeu. C'est-à-dire que la règle du jeu jusqu'à présent qui prévalait, c'était que eux étaient au-dessus et que lui était en dessous. Et c'était ça la règle du jeu. On est d'accord. Là, en remettant du symétrique, on dit c'est plus ça la règle du jeu. Donc, en effet, il y a une modification de ce point de vue-là. Mais c'est pour ça que je vous ai fait faire mes sacs et mes étiquettes. C'est qu'en fait, vous voyez bien que on pourrait, pour aller vite, on pourrait considérer que ce qu'on va aller chercher derrière tout ce qui a été mis en place et ce qu'on appelle, nous, les tentatives de régulation, donc tout ce qui a été mis en place et qui n'a pas fonctionné, on pourrait dire qu'on va chercher l'intention qu'il y a derrière chacune de ces tentatives de régulation et que ça pourrait être l'étiquette. Et donc, c'est en ce sens-là qu'on parle de changement de niveau 2. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur ce qu'on fait, mais on est sur ce que tout ça véhicule globalement. Donc, on change de niveau. On passe d'un niveau 1 à un niveau 2, en fait. Hein. Si je reformule, on change l'intention, mais du coup, on change aussi le message perçu, c'est ça, par les… en fait, exactement. La série de réponses, de tactiques que Jean-Paul essaie de mettre en place, c'était toujours le même message perçu par Lucas et sa bande, et il tente une stratégie, une tactique de nature différente qui change le message perçu par Lucas et sa bande, et du coup, qui transforme la relation fondamentalement, et du coup, qui transforme le résultat. Et ce qui est fascinant, en fait, et nous, ça nous a vraiment fasciné, parce que moi, je pensais au départ que c'était vraiment que ça concernait plutôt les petits-enfants, mais dans 50% des cas, chaque fois qu'on outille quelqu'un, que ce soit un enfant, un ado, un adulte, hein, parce que nous, on est référent souffrance au travail ici en Saône-et-Loire, qu'on outille quelqu'un de cette façon-là, en fait, en lui faisant reprendre d'une certaine manière une position symétrique dans une escalade complémentaire, dans 50% des cas, ils n'ont pas besoin de mettre en place ce qu'on a construit ensemble. Le harcèlement s'arrête. 50% des cas, quel que soit l'âge de la personne. Et donc, ça veut dire qu'on en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est que ici, il y a un langage implicite qui est perçu hyper violemment par le harceleur, sans même que Jean-Paul ait parlé, en l'occurrence. Enfin, lui, il a dû le faire, hein, mais dans 50% des cas, et d'ailleurs, les enfants reviennent, et même les adultes, hein, en étant hyper énervés, en disant, mais j'ai pas pu dire ce qu'on avait prévu, quoi. Je dis, mais quoi? Mais il n'est pas venu m'emmerder. Je dis, mais enfin, je veux dire, ça fait 10 ans que ce supérieur vous emmerde en permanence. Il dit, ben oui, mais là, il n'est pas venu. Ils ne sont pas contents. Ils disaient, ben, je ne vous félicite pas, Olympique. Je dis, oui, je suis désolée. Vraiment, c'est vraiment pas pénible. Et il y avait un journaliste du Monde là, qui me disait, en fait, votre théorie, on pourrait appeler ça la théorie du carquois, parce qu'il dit, vous donnez des flèches pour le harcèlement, et c'est pas tellement la flèche qui compte, c'est le carquois qui redresse le dos. Et c'est vrai, parce que dire à un enfant, redresse-toi, regardez dans les yeux, c'est impossible, parce qu'il a peur. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment totalement différent. C'est-à-dire qu'on propose de faire quelque chose qui, en effet, va à l'inverse en termes de règles du jeu, et c'est ça qui leur redonne du courage, d'une certaine façon. Donc, parfois, rien qu'avoir l'intention, entre guillemets, d'agir différemment, ça envoie un message, en l'occurrence, entre guillemets, qui
qui transforme la relation. Et du coup, Incroyable. cette qualité émergente de la relation, en l'occurrence le harcèlement, rien que par la posture que… Ok. Merci Manuel. Du coup, le gros sujet, c'est nous, du coup, qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'association? Qu'est-ce qu'on peut en tirer, entre guillemets, comme leçon là-dessus en tant qu'association, comme leçon, comme piste en tout cas, comme quelle ficelle on peut tirer. Je vais du coup revenir sur quelques éléments que tu as pu partager, et puis ensuite, on laissera aussi évidemment un temps de questions-réponses. Je n'ai pas voulu trop t'arrêter parce que je me suis dit que c'était quand même bien d'aller au fond d'un exemple, de te laisser. J'aime bien la manière dont tu racontes ces choses-là. Mais en gros, c'est tout le sujet derrière ça. Enfin, il y en a pas mal, mais c'est se dire dans quelle mesure est-ce qu'on peut décaler fondamentalement notre analyse d'un certain nombre de situations et de la manière dont on y répond en tant qu'association. Finalement, on peut quand même faire un certain nombre de parallèles, parce qu'on pourrait se dire, les problèmes sociétaux, c'est pas la même chose que la cour de récré. C'est pas les mêmes enjeux peut-être. C'est pas les mêmes… Mais en fait, ça concerne quand même forcément des humains, des groupes, des personnes qui sont en relation et qu'on parle de problèmes d'inégalité, de pauvreté, de pollution, d'éducation, peu importe, de violence. C'est des problèmes humains en fait. Et je sais pas, même la question de la destruction de la biodiversité, le sujet, ok, c'est les non-humains, c'est la biodiversité, dont on fait partie d'une certaine manière, mais ce qui est en question, c'est à la fois notre action destructrice et la manière dont on va éventuellement y répondre. Et on peut en fait essayer de comprendre avec la grammaire, avec la grille de lecture de l'école de Palo Alto, ces problématiques vraiment sous un angle différent. Donc on pourrait se dire, oui, effectivement, dans la cour de récré, tu joues dans des relations, dans des rapports qu'entretiennent des enfants, alors que sur l'exemple de la biodiversité dont je parlais à l'instant, il y a des enjeux réglementaires, il y a des institutions avec des budgets, avec des conditions du coup matérielles, objectives de travail, il y a la pression de l'opinion publique, etc. Ce n'est pas que ces rapports interindividuels, mais est-ce qu'on est sûr que c'est pas si différent en fait, la cour de récré, d'une certaine manière, est-ce qu'il n'y a pas aussi des règles, des normes, comme il y a des lois, des normes, des règles internationales sur la biodiversité qu'on peut respecter ou pas, qu'on peut faire évoluer? Est-ce qu'il n'y a pas des dynamiques de pression dans les relations de camaraderie? Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux aussi de croyance, la croyance que Jean-Paul a sur les caractéristiques qu'il vient présenter sur lui-même, etc. Est-ce que dans le fond, on n'a pas un parallèle très fort? Moi, en tout cas, c'est ce que je crois entre la cour de récré et la COP27, en fait. Est-ce qu'on ne peut pas analyser avec la même grille de lecture ces problématiques, sans dire que ça s'impose forcément pour les associations? C'est une analyse qui est extrêmement riche. Donc, je vais prendre un exemple que j'aime bien. Je prends souvent les mêmes exemples, désolé, mais je cite les exemples que je connais le mieux, ceux sur lesquels j'ai particulièrement travaillé. Donc, par exemple, la question de la récidive dans le milieu carcéral, qui a un niveau énorme. Il y a en fait un problème du coup d'insertion, d'inclusion des anciens détenus, des personnes placées sur main de justice. Et ça se répète, ça fait des années que ça dure, que ça empire même probablement. Et du coup, en fait, on peut avoir différentes manières d'analyser le problème en tant qu'association. On peut se dire, OK, il y a un problème d'insertion, moi, il n'y a pas assez d'insertion, ou peut-être qu'on ne la fait pas assez bien, en fait, on n'est pas assez fort pour faire l'insertion. Donc, je vais créer une association, où je vais faire grossir une association existante qui fait de l'insertion d'anciens détenus. J'essaie de faire mieux, entre guillemets. C'est un peu, pour ceux qui ont pu le lire, et j'ai vu que le sondage disait que c'était la majorité de l'audience, dans l'anti-guide, dans la partie 1, c'est un peu tout le paradoxe de l'impact direct, entre guillemets. C'est il faut quand même essayer de faire de l'insertion, et en même temps, on sait que ça porte en germe des effets de bord. Et là, on peut voir le parallèle avec ces questions de relations humaines dont tu parlais, c'est que finalement, dans quelle mesure est-ce que, et les assos d'insertion le savent, elles ont trop peu, elles le font trop peu avec trop peu de moyens, de manière souvent précaire, souvent soumise à une grande part d'aléas en fait, des institutions, et pourtant, il faut qu'elles le fassent. Et en même temps, elles savent qu'en le faisant, elles empêchent peut-être la situation d'évoluer. Donc, de fait, si on interroge des structures dans l'insertion dans le milieu carcéral, elles savent que ça ne suffit pas leur solution. Il faut la faire, mais elles savent que ça ne suffit pas. Donc, ça peut être une première manière d'y répondre, de se dire, il faut en faire plus, il faut en faire mieux. Bon. Après, on peut se dire aussi, le problème, c'est l'État, c'est l'administration pénitentiaire qui ne fait pas son boulot. Parce que moi, j'ai découvert en travaillant avec des structures dans ce milieu que l'État se donne, entre guillemets, l'obligation de contribuer à l'insertion des détenus, qui est, entre guillemets, la contrepartie de se donner le droit de les mettre en milieu fermé, de les enfermer, entre guillemets. Donc, on peut se dire, oui, c'est l'administration pénitentiaire qui ne fait pas son boulot, en fait, d'insertion. Il y a d'ailleurs des services de probation et d'insertion qui représentent une part importante des équipes de l'administration pénitentiaire qui sont, du coup, censés faire ce boulot. Mais dans les faits, si on interroge les services de probation et d'insertion, elles savent que voilà, elles n'ont pas les moyens de faire ce boulot. Donc, on pourrait se dire, en tant qu'asso, OK, je vais faire du
du lobbying, je vais faire du plaidoyer, je vais trouver différentes stratégies pour les forcer, entre guillemets, à faire ce travail. On pourrait se dire après, et ça c'est une chose que j'entends souvent, essayons de remonter à la racine, entre guillemets. C'est quelque chose qui parle pas mal aux associations en général. Essayons de remonter à la racine. Qu'est-ce que ça veut dire remonter à la racine dans ce cas-là? Moi, je ne sais pas trop en général, mais ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait moins de détenus. OK, pourquoi pas, mais dans ce cas, on va se dire comment on fait en sorte qu'il y ait moins de détenus. C'est quoi la racine de ça, entre guillemets? Est-ce que c'est des enjeux d'insertion dans la société? Est-ce que c'est des enjeux d'inégalité? Je ne sais pas. Et du coup, si je veux bosser sur l'insertion dans la société, est-ce que c'est quoi la racine de ça? C'est des enjeux d'éducation. Puis, en fait, on monte le fil et à la fin, on se dit, ben, tout se joue dans les 1000 premiers jours tout se joue dans comment on accompagne les enfants de leurs premiers jours, entre guillemets. Et sans dire évidemment que ce n'est pas pertinent, c'est essentiel de travailler sur la petite enfance. Je ne crois pas que toutes les associations ont vocation à travailler sur la petite enfance, en fait. C'est un peu ce que j'appelle le piège de vouloir remonter à la racine, de se dire toujours c'est quoi le problème d'avant. Or, la grande leçon, entre guillemets, de Palo Alto, ce n'est pas de dire il faut agir à l'étape antérieure, il faut agir à la racine, entre guillemets. Si, je vais peut-être dire des bêtises, mais si on est en thérapie familiale et que enfin, le thérapeute ne va pas nous dire « Ah, de toute façon, tant que la société marche comme elle marche, je ne peux rien faire pour votre famille. Il faut résoudre le problème à la racine, il faut transformer la société. » Non, au contraire, le thérapeute, il va vous dire « Le but, c'est d'agir ici et maintenant, là où il y a la souffrance, entre guillemets, là où il y a un problème. » Parce que les problèmes, donc, comme tu le disais, sont dans les relations. Et du coup, la question fondamentale derrière ça, c'est en tant qu'asso, si je travaille ici et maintenant dans le système, entre guillemets, je n'aime pas trop ce mot, mais dans le système dans lequel je suis, donc là, par exemple, dans l'enjeu de la récidive dans le milieu carcéral, qu'est-ce que je peux faire différemment, entre guillemets? Et du coup, est-ce qu'on peut analyser en fait le cas de la récidive suite à l'incarcération de détenus sous l'aune, entre guillemets, de cette grille de lecture, des interactions entre acteurs, des enjeux d'escalade, et du coup des propriétés émergentes qui sortent de ces relations entre acteurs. Donc, on peut analyser à nouveau les parties prenantes dans ce cadre-là en se disant, on peut légitimement à nouveau être remonté en disant, bon, l'administration pénitentiaire ne fait pas son travail, ok, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Mais s'ils ne font pas leur travail, il y a probablement, s'ils ne le font pas assez, en tout cas, s'ils n'arrivent pas assez à contribuer à l'insertion, il y a probablement de bonnes raisons en fait à ça. Je ne dis pas que c'est bien, mais ils ont probablement de bonnes raisons, que ce soit la pression de l'opinion publique et des médias sur la sécurité, dès qu'il y a un cas de karting, dès qu'il y a une invasion, ça fait les grands titres. Par contre, les questions d'insertion, ça n'en intéresse pas trop. Peut-être des enjeux de la structure, en fait, la manière de structurer l'administration pénitentiaire. Peut-être le fait aussi, et ça c'est une vraie question pour notre secteur du coup, peut-être le fait que finalement si les assos font bien le boulot, alors pourquoi est-ce que, et surtout avec des ressources du privé peut-être, pourquoi est-ce que l'administration pénitentiaire ferait plus sa part de boulot entre guillemets? Donc la question de cette relation entre guillemets, la réaction et du message perçu par l'autre interlocuteur. Après on peut s'intéresser aux services de probation et d'insertion qui, eux en fait si on les interroge, aimeraient pour la plupart faire plus d'insertion. Quand on leur demande, ils veulent en général en faire plus, mais ils sont vraiment concentrés sur d'autres tâches, entre guillemets. Ils ont de bonnes raisons, finalement, de ne pas faire autant qu'ils le souhaiteraient, autant qu'il faudrait, entre guillemets. Que ce soit des enjeux d'effectifs, de moyens, la pression, du coup, à nouveau, de leur institution sur les agents de sécurité, etc. Et puis si on prend le troisième acteur de ce petit trio, j'ai suggéré un truc un peu bizarre quand même à l'instant, en disant, mais comment ça? Est-ce que c'est parce que les assos font leur boulot d'insertion que ça participe au fait que l'administration pénitentiaire se désengage? C'est quand même une question qui pique, entre guillemets. Et pourtant, je pense que les associations d'insertion dans le secteur ne peuvent pas se cacher, en tout cas, qu'elles savent qu'elles participent à ça, et pourtant, elles n'ont pas le choix. À nouveau, elles ont de bonnes raisons de faire ce qu'elles font. C'est leur boulot, en fait, de résoudre des problèmes. C'est leur boulot. On est une structure d'insertion, on fait de l'insertion, entre guillemets. Et si elles ne le font pas, qui le fait? Donc, en fait, si je simplifie à fond, on a des assos qui font leur travail, qui font le travail, finalement, d'autres acteurs qui sont censés le faire d'un point de vue légal, d'un point de vue législatif, entre guillemets, qui sont du coup légitimement remontés contre l'administration pénitentiaire, mais qui dépendent un peu d'elle, qui dépendent des directions d'établissement pour faire leur boulot quand même. Donc, il y a quand même une relation qui est intéressante. Il y a des services de probation et d'insertion qui veulent faire l'insertion, mais qui n'en ont pas forcément les moyens, ou qui, en tout cas, le perçoivent ainsi. Et du coup, ils sont à la fois, il y a une relation un peu bizarre, ils sont à la fois soulagés que les assos fassent ce travail-là, en même temps, ils se sentent en concurrence, ils se sentent menacés. Et puis, on a une administration pénitentiaire qui est sous pression, entre guillemets, pour ne pas prendre de risques sécuritaires et qui sait qu'en fait, c'est une problématique, la récidive, mais qui n'a pas forcément les moyens de faire ce qu'elle devrait faire sur sa contribution à l'insertion, et puis qui est bien contente que les assos le fassent, en fait. Donc voilà, il y a cette espèce d'acteur, et finalement, le parallèle, pour moi, en tout cas, en termes de lecture de la situation, on peut voir, entre guillemets, cette situation comme la récidive comme étant l'émergence, une qualité émergente de leurs relations. Leurs relations sont faites de telle sorte que
chaque acteur a de bonnes raisons de faire ce qu'il fait, chaque acteur a de bonnes raisons de croire ce qu'il croit, et leur comportement s'ajuste aussi au comportement des autres. Et le résultat, entre guillemets, est pas ce top pour qui que ce soit, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que ça implique si on tire le fil? Désolé, c'est une analyse qui je fais des grandes généralités, etc. Mais si on tire le fil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura beau, entre guillemets, faire des changements paramétriques. Allez, on recrute 500 conseillers de probation et d'insertion, ou on crée de nouvelles assos, ou on se ligue pour être plus entendu en tant qu'asso, je ne sais quoi. Tant que la dynamique relationnelle, entre guillemets, est la même, tant que les interactions sont les mêmes, probablement que les protagonistes vont continuer à se neutraliser, entre guillemets, le résultat est le même. Donc, on peut être une asso qui a une super idée pour faire des choses un peu différentes, mais je ne dis pas que c'est inutile, attention. Mais on sait que ce n'est pas ça qui va transformer le système. Ce n'est pas ça qui va provoquer un changement systémique, parce que ça ne va pas transformer la manière dont est agencé le système, la manière dont sont construites les relations, et par relations, je l'entends au sens large. Les relations, c'est aussi le contexte dans lequel elles ont lieu. Donc, les normes, à nouveau, je le citais, les normes, les lois, les injonctions paradoxales, etc., la manière dont circule l'information, etc. Bon. On peut se dire à nouveau, et je me répète un peu, mais on peut se dire, obligeons l'administration pénitentiaire à mieux faire son travail, c'est inscrit dans la loi, et du coup, on va faire du lobby, on trouve des stratégies qui peuvent être extraordinaires pour essayer de les pousser à faire ça. Si ça marche, tant mieux, entre guillemets. En l'occurrence, si ça marche, on transforme le comportement d'un des acteurs, et c'est un changement systémique, en fait, on transforme des relations aussi, au passage. Mais si ça ne marche pas, entre guillemets, si ça fait des années qu'on le fait, si à nouveau on est dans des logiques de tentative de régulation, si on s'aperçoit que ça fait des années qu'on pousse un acteur à faire ce qu'il fait, mais en envoyant le message implicite différent, qui est, de toute façon, on fera ce travail, in fine, qu'est-ce qui se passe? On maintient, entre guillemets, le statut quo. Et ça pique, entre guillemets, de dire les choses comme ça, mais c'est une lecture qui n'est pas fausse, entre guillemets. Ça ne veut pas dire à nouveau qu'il faut arrêter, c'est une lecture qui n'est pas fausse. Du coup, on peut relire cette situation en se disant, mais c'est quoi les billes qu'on a, entre guillemets, en tant qu'association pour essayer de travailler justement au niveau des relations, pour réagencer ça, qui ne soit pas que, et à nouveau, c'est pour ça que non, le changement systémique, ce n'est pas que pour une asso faire du lobbying, faire du plaidoyer, mais voilà, en gros, si ça fait un certain temps qu'on fait la même chose et que ça n'est pas transformateur, ça ne provoque pas de changement systémique, c'est que soit on s'y prend mal, on peut essayer de faire plus ou mieux ou différemment, soit on fait la même chose, on fait plus de la même chose et on ne le voit pas forcément. Et attention, en fait, quand je dis ça, ce n'est pas des considérations qui sont d'ordre moral, entre guillemets. On pourrait se dire, c'est le boulot de l'administration pénitentiaire de contribuer à l'insertion, les assos peuvent compléter, mais il y a quand même cet enjeu de base, qu'ils fassent leur boulot, entre guillemets. Mais en fait, ce qui est intéressant quand on est là pour résoudre des problèmes, c'est de se dire, mais si le problème se répète, pourquoi ça marche pas? Pourquoi le problème se répète, entre guillemets? Quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles chacun agit comme il agit? Et peut-être que, et c'est là où c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre, c'est qu'en tant qu'association, on peut avoir un double niveau de lecture. En tant que patient, entre guillemets, et que thérapeute. En tant que patient, parce qu'on fait partie du système, et du coup, on participe de cette relation, entre guillemets, mais aussi en tant que thérapeute, en se disant, mais en fait, si l'enjeu, c'est la manière dont est agencé, entre guillemets, le système, l'enjeu, c'est avant tout les relations et tout ce qu'il y a autour, le contexte aussi dans lequel ont lieu ces relations, si l'enjeu, c'est ça, comment, en tant que thérapeute, je peux penser mon action sur le système? Comment je peux me penser un peu plus en thérapeute? Le thérapeute, il n'est pas là, je vais prendre un exemple qui va paraître bête, mais moi, si je vais voir un thérapeute parce que j'ai des problèmes dans mon couple, je ne m'attends pas à ce que le thérapeute dorme sur le canapé et fasse le passe-plat entre moi et ma compagne à chaque fois qu'on a une discussion. Non, le but, c'est quand même d'apporter des interventions qui ont vocation à transformer la manière dont moi j'agis. Donc, si on fait le parallèle avec les assos, dans un certain nombre de cas, on se retrouve à être dans la place du thérapeute qui dort sur le canapé, entre guillemets, qui est là pour apporter une solution long terme, alors que la question peut se poser dans les termes de qu'est-ce qui se passe si je suis là pour, avant tout, apporter une intervention et me désengager? Quelle est l'autre nature de contribution que je peux avoir que apporter une solution et être le thérapeute sur le canapé, faire ce que ne font pas forcément les acteurs, ou, pour ceux qui ont vu le webinaire précédent, être voisin malin qui fait en fait la relation entre les habitants et les institutions? Quel genre d'intervention je peux imaginer, non pas pour être l'intermédiaire qui fait que enfin les institutions et les habitants dans les quartiers populaires discutent, mais qu'est-ce que je peux faire pour transformer cette relation? Et du coup, comment je peux intervenir, mais un thérapeute n'ayant pas vocation à rester ad vitam aeternam, comment je pense mes interventions et mon désengagement, entre guillemets? Ce qui est une clé de lecture quand même qui est assez différente, je pense, pour la manière dont on appréhende souvent les problèmes en tant qu'association. Donc, et dernier point peut-être là-dessus, moi, je n'ai pas d'avis forcément, et l'approche systémique n'aurait pas d'avis forcément sur où est-ce qu'il faut agir. Dans le cadre du système carcéral, est-ce qu'il vaut mieux améliorer l'insertion? Est-ce qu'il vaut mieux transformer les peines elles-mêmes? Est-ce qu'il vaut mieux imaginer un monde sans prison?
Est-ce qu'il faut travailler sur les personnes sur les facteurs qui amènent les personnes à commettre des délits, des crimes et à finir en prison ou autre chose? Peu importe, c'est juste que ça apporte une grille de lecture, d'analyse et du coup d'ouvrir des perspectives en termes d'action qui sont différentes. Moi, je suis agnostique, entre guillemets, sur le problème à traiter. En revanche, parce que le problème, entre guillemets, est subjectif, c'est pour l'association, on considère que telle situation est problématique et ne nous va pas. En revanche, l'approche systémique permet d'analyser le problème et se demander dans quelle mesure la solution du problème, et pas forcément la solution qu'on apporte, la solution aussi qu'apportent les protagonistes eux-mêmes. Et c'est là où il y a ce double niveau de lecture pour l'association en tant que patient, entre guillemets, si je fais le parallèle avec ton métier, Emmanuel, on est dans un système, on y contribue, donc est-ce que nos solutions maintiennent le statu quo ou pas? Et en tant que thérapeute aussi, en se disant à nouveau, si je prends l'exemple de Voisin Malin, dans quelle mesure est-ce que on peut avoir un bouquet, un carquois, mais aussi un bouquet de propositions qui vont transformer foncièrement les relations dans le système. Et du coup, ouais, juste pour compléter ça, parce que j'ajoute que l'école de Palo Alto, ce qu'elle va poser comme question quand même au tout début de l'analyse, c'est qui souffre. Et en effet, quand on se rend compte que dans un système comme celui-ci, nous, association, on est la seule à souffrir, alors en effet, c'est à nous que va incomber le virage à 180 degrés en fait. Et je refais le rapport avec le harcèlement, c'est-à-dire que, parce que c'est exactement les mêmes choses que dans le milieu carcéral ou la réinsertion, c'est qu'il y a une pression politique énorme, il y a des choses qui sont faites qui vont, qui aggravent le problème, mais c'est pas grave parce que c'est politiquement correct, en gros, hein, c'est à peu près ça quand même, hein, la philosophie du harcèlement scolaire en France aujourd'hui, et surtout, l'institution, donc celle qui est censée résoudre le problème, va s'adresser uniquement aux harceleurs. C'est-à-dire que l'institution ne s'adresse pas à ceux qui souffrent, en fait. Et donc, je pense que cette question-là, elle est quand même hyper intéressante, parce qu'on ne se la pose pas, en fait. On part du principe que tout le monde souffre comme nous, en fait, de la situation. Mais souvent, il y a vraiment quelqu'un qui souffre plus que les autres. Et c'est cette souffrance, paradoxalement, qui va être un levier de changement. Pardon. Et peut-être avant de prendre des questions, moi j'aimerais que tu nous parles d'une dernière, mais en 2 minutes, d'une dernière piste qui est, et que je trouve très parlante, parce qu'en fait, cette logique de virage en 180 degrés, à nouveau, peut être lue à différentes échelles en tant qu'asso. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Mais ça ne marche pas tout le temps, en fait. Quand on est en train de s'occuper de personnes qui sont à la rue, on ne va pas forcément se dire bon, on arrête tout et ça va peut-être transformer on est quand même face à des situations qui ne sont pas forcément faciles en termes d'application de ça, mais ce qui est très intéressant, je trouve, dans la logique thérapeutique de l'école de Palo Alto, c'est aussi de créer ce qu'on appelle des expériences émotionnelles correctrices, en se disant mais on ne va pas forcément convaincre les personnes qu'elles se trompent, qu'elles ont une croyance erronée sur quelque chose. On ne va pas forcément me convaincre que non, Cyril, c'est parce que tu rentres tard que ta compagne t'engueule. En fait, plus elle m'engueule, plus je rentre tard, plus elle m'engueule, entre guillemets. Mais en fait, en général, on passe beaucoup de temps à essayer de convaincre les autres qui se trompent. L'école de Palo Alto, elle propose plutôt, par des prescriptions de tâches, par des stratégies nouvelles, c'est exactement ce que tu fais avec Jean-Paul, en lui disant, tiens, si tu essayes ça, etc. Elle propose des comportements nouveaux qui vont provoquer du coup des situations nouvelles et qui vont peut-être effriter un peu les croyances et ces fameuses expériences émotionnelles correctrices. Est-ce que tu peux nous en parler quelques secondes? Parce que je pense que c'est très fécond en fait pour les associations de réfléchir à leur action, comme dans quelle mesure est-ce que ça peut être, est-ce qu'on peut faire quelque chose de l'ordre de l'expérience émotionnelle correctrice, donc qui transformerait un peu la manière dont les acteurs d'un système figé voient la situation et leur comportement et leurs croyances, et du coup transformer ces escalades dans des escalades inverses, ou en tout cas des cercles vicieux dans des cercles vertueux, etc. Est-ce que tu peux nous toucher 2 mots là-dessus, s'il te plaît? Oui, donc en fait, si on fait un parallèle avec la psychologie plus classique, on va dire que les psychologues classiques, grosso modo, ont travaillé sur le cerveau en disant vous avez bien conscience que ce que vous faites est complètement inadéquat, en gros, et donc vous allez faire différemment. Nous, en fait, avec l'école de Palo Alto, on va proposer en disant tiens, on pourrait faire ça. Et je pense que dans ce cas-là, comme dans bien d'autres, pour Jean-Paul, l'expérience émotionnelle correctrice, il l'a fait déjà un peu en séance. C'est-à-dire que lui, jusqu'à présent, avait comme vision du problème que c'était aux adultes de gérer ça, que lui n'avait pas d'impact sur la situation. Le simple fait d'ouvrir cette alternative stratégique dont je vous parlais tout à l'heure en disant voilà, tu as le choix de faire ça ou ça, on est déjà sur un changement de perception, on est déjà sur une expérience émotionnelle correctrice. Maintenant, le fait qu'ils fassent, et c'est pour ça que je suis un peu désolée quand ils ne le font pas, parce que du coup, c'est beaucoup plus difficile de débriefer et que ça marche pourtant, mais le fait qu'ils fassent et qu'ils constatent par le feedback, et là on revient à la cybernétique, hein, qui est vraiment
il a le feedback que, en effet, le gamin devient tout rouge et qu'il quitte le banc, alors il fait une défense émotionnelle correctrice ici, et ensuite, quand tu vas venir en séance, si ce n'est pas déjà fait, on va nous remonter au cérébral, au neuronal, en disant, voilà, je te réexplique ce qui vient de se passer. Et donc, l'expérience émotionnelle correctrice remonte en fait de l'émotion vers le haut. Donc, ce que je crois également, et ça c'est hyper important, dans cet exemple-là, et c'est parce que toute notre philosophie est extrêmement interactionnelle, c'est que Lucas fait l'expérience émotionnelle correctrice. Lucas, jusqu'à présent, sa vision du problème, c'est qu'une victime, ça se soumet. Telle est sa vision du monde. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire comme destin pour sa famille derrière et pour ses collaborateurs. Et là, tout à coup, il fait des défense émotionnelle correctrice qu'un agneau, ça mord, ça peut mordre. Et ça, c'est une expérience qui va transversaliser. Parce que je pense que, certes, il n'abordera plus du tout Jean-Paul de la même façon, mais je pense qu'il n'abordera plus ses présumées victimes de la même façon. Parce qu'il aura fait cette expérience émotionnelle correctrice. Ce que disait Václavic, je trouve, qui est hyper éclairant aussi, c'est que Václavic disait, le problème, c'est pas le problème, c'est la perception qu'on en a. Et moi, je pense qu'on a plein de thérapies qui sont extrêmement réussies en termes d'apaisement de la souffrance parce que les gens ont juste modifié la perception qu'ils ont du problème. Le problème n'a pas évolué. Merci Emmanuel. Du coup, moi, j'aimerais bien laisser un peu de temps pour faire émerger des questions à la salle. Juste, ce qui est intéressant, et si on essaie de reboucler un peu la boucle rapidement, mais je vais réduire à peau de chagrin, entre guillemets, toute la richesse de ce qu'on pourrait tirer dans ce parallèle, dans cet atterrissage. Mais ce qui est intéressant pour les associations, potentiellement, c'est de se demander, mais dans quelle mesure est-ce que le problème sur lequel je travaille est une qualité émergente de la situation? Dans quelle mesure est-ce que c'est l'agencement, les relations entre les acteurs d'un système donné, peu importe le système en fait, mais qui provoque, entre guillemets, qui est à l'origine de ce problème. Et du coup, dans quelle mesure est-ce que je suis capable éventuellement de travailler sur ma propre relation, sur les relations au sein de ce système pour essayer d'en transformer le résultat, la qualité émergente. Et du coup, on a un deuxième niveau de lecture, et tu aurais insisté à l'instant dessus, c'est quel est le message perçu en fait? Quels sont les messages perçus au sein de ce système, au sein de cet ensemble d'interactions? Déjà, quel est le message perçu de mes activités? Quel est le message perçu des relations entre les parties prenantes? Si je reprends l'exemple de Voisin Malin, qui travaille dans les quartiers populaires et qui essaye de recréer du lien, qui essaye notamment de recréer du lien entre habitants et institutions, qu'est-ce que ça envoie comme message, le fait d'aller dans les quartiers et en fait de faire le lien entre institutions et habitants? Pour les habitants, qu'est-ce que ça veut dire que l'institution ne vient plus et que c'est Voisin Malin qui vient maintenant? Pour l'institution, quel est le message perçu? Est-ce que c'est pas, mais évidemment, super, on a trouvé un acteur qui va super bien faire le boulot pour nous, quoi. Donc, quel est le message perçu, entre guillemets, par les parties prenantes dans lesquelles je suis? Et du coup, dans cette logique d'expérience émotionnelle collective, comment ces messages perçus alimentent des croyances? Et est-ce que je peux penser mes activités comme des sortes d'expériences émotionnelles correctrices, à savoir qui ont vocation à court terme, entre guillemets, effriter des croyances, proposer des grilles de lecture différentes et du coup changer en fait, de fait les comportements sans forcément à long terme revenir à l'espèce de statu quo, ce qu'on appelle l'homéostasie, entre guillemets, au sein de l'école de Palo Alto. Et c'est exactement ce qu'on avait illustré dans le webinaire 1 avec Voisin Malin, en fait, avec des mots nouveaux. Quand on parlait du fait que le porte-à-porte, quand Voisin Malin arrive dans un quartier, est extrêmement transformateur, mais on s'aperçoit que l'effet de bord, c'est qu'en restant longtemps, finalement, ça remet les acteurs dans des postures qui sont exactement les mêmes. Au contraire, ça les fiche peut-être encore plus. Et du coup, est-ce qu'on est capable de designer, entre guillemets, des actions qui vont avoir cette essence, cette nature, et du coup, se penser un peu en thérapeute, cette nature de se dire, on essaie de créer des expériences émotionnelles correctrices, mais on n'a pas vocation à forcément être là durablement. Ça dépend des problèmes, hein. Mais il y a certains problèmes où on n'a pas forcément vocation à être là durablement, on a vocation à provoquer des dynamiques et transformer les dynamiques relationnelles. Donc ça ouvre en fait, et c'est qu'une partie des questionnements que ça ouvre pour les associations, mais ces questions-là notamment, je pense, sont assez fondamentales pour relire différemment à la fois les problèmes auxquels on s'attaque et la manière dont on essaie d'y répondre. Yann, est-ce que tu veux prendre, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont déjà été posées sur le chat, je n'ai pas eu le temps de les lire, mais est-ce que… Un grand merci pour ce cas d'étude et ces précisions et ces ponts que tu peux nous faire sur les applicatifs sur le champ associatif. C'est très intéressant, c'était très dense. Je pense que
Pour certains, ça va prendre un petit peu de temps, comme moi, ça va prendre un petit peu de temps pour être digéré, pour pouvoir vraiment avoir une perspective sur la pratique quotidienne, mais c'était très intéressant, donc un grand merci. Et effectivement, donc on va profiter des quelques minutes qui nous restent pour prendre les questions qui sont posées. Je vous invite à les poser sur l'outil questions et réponses. Et peut-être une première question de Yann Dedoué. Et je lis. Travailler sur la relation entre organisations dans un système collectif nécessite d'arriver à bien les qualifier, ce qui n'est pas si simple. Et donc, est-ce qu'il y a des éléments de méthodologie pour cela? Du coup, peut-être pour toi, Emmanuel, comment est-ce que tu arrives enfin, si je reformule la question dans ton cas, et ça peut donner des pistes, comment est-ce que tu arrives à qualifier, à comprendre assez finement, au-delà par ailleurs des biais qu'on peut avoir, tu parlais du fait que les enfants te partagent pas forcément tout, de leur vécu, ne partagent pas toujours tout. Comment tu arrives à vraiment comprendre dans le fond les natures de relations? Quelle est ta méthode? Quelles questions tu poses? Comment on s'y prend pour comprendre ces dynamiques relationnelles? En fait, je crois qu'il faut être à hauteur d'enfant, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment, moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est que pour questionner dans une problématique donnée, il faut être en plongée sous-marine avec la personne pour vraiment qu'elle nous fasse partager sa construction du monde, hein, puisque l'approche de Palo Alto est éminemment constructiviste, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'aller se plonger dans le monde de l'autre pour justement, comme tu disais, se dire, il a toutes les bonnes raisons de faire ce qu'il fait, même si ça ne fonctionne pas. Et moi, je vais vraiment les interroger, les questionner sur leurs souvenirs, pas sur leur analyse du problème. C'est-à-dire que je vais leur dire, la dernière fois que Lucas t'a embêté, c'était où, quand, comment, raconte. Et du coup, je les plonge dans leurs souvenirs et du coup, là, j'ai de la matière. Dès que je commence à avoir des séquences vivantes, quoi, je sais que j'ai gagné. Je sais que je vais pouvoir travailler, en fait. Parce que je ne suis pas du tout au niveau de l'interprétation, au niveau de concept, je suis vraiment sur qu'est-ce qui se passe ici maintenant, comme tu disais, et là, ce que j'analyse, c'est qu'est-ce qui est envoyé, quoi. Après, sur les organisations, je pense que c'est un peu différent. Maintenant, je pense qu'un bon systémicien, il est parfaitement capable d'interroger les gens dans une organisation, dans un système, et de globalement en ressortir en effet, quel est le message envoyé à l'usager, quel est le message envoyé aux autres partenaires ou aux autres structures, enfin, en interrogeant vraiment ce qui se passe au quotidien, en interrogeant aussi les intentions, en interrogeant aussi ce que vous appelez les croyances, ce qu'on appelle les visions du monde, quoi. C'est hyper intéressant, tu évoques deux choses là-dedans. Donc, il y a l'idée de se mettre à la hauteur de l'autre. Et en fait, ça rejoint cette intention je pense, pour une approche systémique réussie, c'est vraiment de devenir apprenant sur son système et d'être à l'écoute, entre guillemets, ce qui se passe vraiment chez les parties prenantes, au-delà de la lecture assez naturelle qu'on peut avoir de la situation. Et du coup, tu réévoquais la question de quelles sont les bonnes raisons. Je pense que c'est vraiment une question fondamentale dans l'approche systémique et voir quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles les acteurs agissent ainsi. Et tu évoquais un truc, moi, qui me semble très important, c'est la question des séquences, en fait. Quelles sont les séquences qui se répètent? Si je prends un exemple qui est fictif, parce qu'en l'occurrence, je n'ai pas eu ces entretiens pour le vérifier, mais dans l'exemple du système carcéral et des enjeux d'insertion, si en fait, en questionnant les services de probation et d'insertion, à chaque fois qu'on leur demande, mais qu'est-ce qui se passe et est-ce que vous essayez de faire plus d'insertion, quelles sont vos limites? Et si la réponse c'est, mais on nous demande de faire l'insertion, mais à chaque fois qu'il y a un problème sécuritaire, on se fait taper sur le doigt, ils reçoivent, entre guillemets, un message paradoxal qui est « il faut que tu fasses l'insertion, mais en fait, il faut surtout que tu fasses de la sécurité, entre guillemets, de l'approbation. » Et du coup, si on voit que ce message se répète, on est face à une séquence, entre guillemets. On est bloqué par ça. Et du coup, c'est en allant interroger, entre guillemets, sur les séquences qui se répètent, qu'on peut comprendre la nature de relation. Ce n'est pas forcément en étant tout de suite au niveau de l'interprétation, mais c'est qu'est-ce qui, au quotidien, dans la banalité du quotidien, se répète. Qu'est-ce qui se répète de sorte qu'on arrive à déterminer que derrière, il y a une constante, il y a une espèce de boucle qui se met en place et qui se répète. C'est toujours la même chose. C'est ces séquences qui se répètent. Je pense que ça, c'est vraiment un indice d'aller essayer d'étudier un peu comme les séquences, c'est aussi une notion qu'on a en cinéma, d'aller étudier vraiment ces espèces de jeux qui se refont en permanence. Et dans le cadre de Jean-Paul et de Lucas et sa bande, ça se répète en fait. Mais dans le cadre de beaucoup de sociétés, on voit que les choses se répètent. Il peut y avoir des variations, mais les choses se répètent. Et en allant interroger sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se répète et comment vous réagissez à ce moment-là et qu'est-ce qu'on vous dit. Et du coup, ça veut dire quoi pour vous? Là, on comprend un peu les séquences qui se répètent et on est capable de déterminer les relations dominantes parce que les relations sont multiples. Si on se met à analyser un enjeu social, il y en a dans tous les sens des relations. Mais c'est lesquelles les principales? Quelles sont les principales règles du jeu
d'un point de vue interactionnel. C'est un peu ça, je pense. Yann, est-ce que tu as repéré d'autres questions? Peut-être également une question sur la différence entre intelligence collective systémique 2 et 3. C'est les différents niveaux d'intelligence systémique, d'intelligence collective systémique. Je ne connais pas forcément. Moi, je ne sais pas si Emmanuel, ça te parle ou pas. Ça ne va pas du tout. Ok, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne saurais pas non plus répondre. Sophie Grange, si vous souhaitez préciser la question. Elle peut prendre la parole, c'est ça? Non, mais l'écrire, dans un premier temps, l'écrire. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'on a en attendant peut-être une autre question? Peut-être revenir sur la notion d'escalade complémentaire, préciser un peu la notion, si c'est possible. Emmanuel d'abord, et puis ensuite Cyril. En fait, c'est Bateson qui a travaillé là-dessus très rapidement en disant qu'au fond, relationnellement, on peut avoir différentes escalades qui peuvent faire du mal. Donc, les escalades complémentaires, les escalades symétriques, où chacun veut essayer de prendre le pouvoir sur l'autre, escalade symétrique vers le haut, mais escalade symétrique vers le bas aussi, lorsque quelqu'un veut être celui qui est le plus à plaindre, le plus en souffrance, etc. On a ça dans certains couples. Là, ici, vraiment, dans ce cas-là, il s'agit d'une escalade complémentaire dans le cas de harcèlement, alors que, par exemple, il peut y avoir des guerres des gangs, que vous voyez dans la cour de l'école, pas, voilà. Il peut y avoir des conflits dans le couple qui ne sont pas de la violence conjugale complémentaire. Enfin, et donc, complémentaire, ça veut dire vraiment qu'il y a une espèce d'asymétrie tout à fait problématique, notamment pour celle qui est en position ultra basse, quoi, en fait, hein, avec ici beaucoup de pouvoir, et le fait que, comme on le disait, finalement, cette escalade se nourrit de la souffrance perçue ici par celui-là. C'est vraiment ça, la notion d'escalade complémentaire, mais on la retrouve dans la violence conjugale, hein, c'est vraiment la même structure. Hein. Merci Emmanuel. Je vois une autre question qui peut être assez intéressante parce que là pour le coup on est vraiment dans le quotidien des assos. Dans la vie des associations, les relations et les interactions sont rarement uniquement bilatérales, mais impliquent de multiples acteurs. Comment y interagir, comment en tout cas peut-être les analyser, comment les comprendre. Effectivement, là tu nous as parlé de cas qui sont peut-être bilatéraux entre un groupe et un enfant en l'occurrence, mais comment est-ce qu'on étudie, et encore, tu as parlé aussi de l'intervention de la CPE et des parents, donc, mais comment est-ce qu'on rentre dans ce degré de complexité quand il y a des relations multiples? C'est quoi les clés pour ça? En tout cas, moi je trouve qu'un des réducteurs de complexité, c'est d'aller identifier les leaders d'opinion, chacun des groupes. Parce que il y en a toujours un ou deux en fait, et de vraiment déjà interroger les séquences avec ces leaders d'opinion, c'est-à-dire ceux qui agissent, ceux qui sont un peu leaders, quoi. Je veux dire, même si c'est implicite. Hein. Je veux dire, par exemple, Jean-Paul, quand tu parles de Lucas, Lucas, il fait rien dans la classe. Il a des hommes de main en fait qui ambiancent, et puis lui, il en récolte les fruits puisque il le regarde d'un air, voilà, pour atteindre son satisfecit. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant de travailler en ces termes dans un premier temps parce que ça donne déjà une première idée en fait hein, de ce qui s'y passe. Après, il peut y avoir plusieurs leaders d'opinion parce qu'il peut y avoir plusieurs clans. Enfin, moi, je suis une ancienne DRH, hein, donc je vois bien comment ça se passe dans un certain nombre de systèmes. Donc, il peut y avoir plusieurs clans, mais si on observe bien les choses, on est parfaitement capable de discerner qui est leader d'opinion dans une association, dans un groupe, dans un des clans de ce groupe. Et encore une fois, enfin, je pense qu'il faut. Enfin, nous, on est vraiment extrêmement humble de ce point de vue-là, c'est-à-dire que nous, on va essayer de comprendre qui souffre, de quel problème et comment ce problème se manifeste en vrai. Je veux dire, comment concrètement ce problème apparaît, quoi, comment il vient nous envahir certains d'entre nous, quoi, et comment, au fond, on met en place des choses pour faire en sorte de moins souffrir. Parce que l'école de Palo Alto, elle est résolutoire, elle n'est pas analytique. Elle est là au moment où il y a souffrance. Autrement dit, et c'est pour ça que je voulais faire un peu la distinction entre problème et difficulté, c'est-à-dire que dans le langage palo-altien, un problème se caractérise par deux choses. Il faut qu'il y ait souffrance
Mais c'est Palo Alto, hein. Et il faut qu'il y ait en effet des choses qui étaient mises en place et qui ont échoué. Sinon, en fait, Palo Alto, sur un plan résolutoire, intervient difficilement. Maintenant, sur l'analyse, je pense qu'en effet, on peut passer par les leaders d'opinion. C'est vachement intéressant parce que cette question de qui souffre et de quel problème, elle est extrêmement importante parce qu'elle incite à vraiment prendre le pouls de là où est le problème et pas seulement de perception du problème. Et peut-être, si on va un cran plus loin, j'ai échangé avec un psychologue systémicien qui me disait, qui aimait utiliser le terme de client du changement. Qui est le client du changement, en fait? Pour qui le problème est suffisamment un problème pour vouloir vraiment changer les choses, entre guillemets. Et ça permet d'introduire une notion qui est intéressante, de se dire, en fait, on va probablement pas réussir, sauf par la contrainte, mais avec toutes les limites que ça peut avoir, et surtout, vu le pouvoir, entre guillemets, le secteur associatif est quand même... n'a pas un pouvoir de démiurge complètement démesuré. Donc, à part la contrainte, on ne va pas réussir à transformer qui que ce soit s'il ne veut pas lui-même se transformer. Donc, qui est concerné par le problème, qui souffre, entre guillemets, et qui souffre suffisamment pour être, entre guillemets, en posture de vouloir changer fondamentalement, changer ses comportements, changer ce qui se passe, changer ses relations, etc. Et rien que le fait, c'est intéressant parce que du coup, tu nous as quand même filé cet exemple de Jean-Paul en disant au moment où il atterrit dans mon cabinet, bon, il a envoyé, mais il souffle suffisamment, entre guillemets, pour être prêt à tenter des choses. C'est ça qui fait, entre guillemets, qu'il est prêt à tenter des stratégies vraiment différentes et même d'en souffrir physiquement, entre guillemets. Tu proposes quand même des choses qui sont osées. Si on est plus client que le client, si on est plus en volonté de transformer les choses que les personnes qui sont concernées par le problème, je pense qu'il y a quand même une espèce de limite à la capacité de pouvoir. Donc, c'est identifier aussi dans un système donné qui est vraiment concerné, qui sont les premiers concernés, mais qui globalement est concerné par la problématique et comment est-ce qu'on perçoit ce problème. Et la perception de ce problème, il est très intéressant parce que ça permet de faire le lien en fait entre, comment dire, à partir du moment où ce n'est pas le problème prioritaire d'une partie prenante, elle ne va pas forcément être en mesure de vouloir se transformer. Donc, on peut aussi avoir un enjeu à faire en sorte juste que le problème devienne plus visible et de changer le regard qu'ont les parties prenantes sur le problème. C'est ce que tu disais en fait. Quand Jean-Paul voit différemment le problème, déjà, c'est quand il l'analyse en se disant, en fait, l'agneau peut mordre, déjà, c'est un changement systémique, entre guillemets. Il y a un saut, ce qu'on appelle un saut logique, il y a un vrai changement systémique. Dans un secteur donné, si on s'aperçoit que, je file à nouveau la métaphore, et avec, désolé, elle a certainement des limites, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je la trouve intéressante, je file l'exemple du milieu carcéral. Si en fait, à un moment ou à un autre, les différents acteurs concernés, y compris évidemment, et j'ai limité une triangulation à 3 acteurs, l'administration pénitentiaire, les services de probation et d'insertion et les assos, mais il y a les détenus, leurs familles, les médias, il y a beaucoup d'acteurs en jeu. Mais à un moment ou à un autre, si l'ensemble de ces acteurs s'aperçoivent que c'est la manière dont ils interagissent avec les autres qui provoque entre guillemets le problème, et en cette mesure, ils sont co-responsables. Et s'ils sont assez intéressés au problème, s'ils en souffrent suffisamment, si pour eux le problème est suffisamment important, là, on est capable de provoquer des vrais changements au sein du système qui ne soient pas juste de l'ajustement paramétrique, mais des changements beaucoup plus fondamentaux, des changements de type 2, entre guillemets. Donc, il peut y avoir aussi cet enjeu de se dire, rien que formuler le problème différemment, ça peut provoquer du changement. Et sortir d'une logique d'accusation, de dire ah, c'est parce que Vigil fait pas son. Et en fait, si on va voir l'acteur de l'autre côté, bah, il va dire la même chose sur nous. Poser les données du problème différemment, ça peut déjà être extrêmement transformateur. Merci Cyril. Peut-être une dernière question avant de se quitter posée par Alexia Maurice-Segard. Est-ce que la méthode de justice restaurative est un exemple de cette approche à 180 degrés de la problématique de la récidive carcérale ou de l'approche générale de la justice, peut-être pour Cyril. Et après, on se quittera. Ça peut constituer un 180 degrés, clairement. Ça peut constituer un 180 degrés sur, je pense, quelque chose d'individuel, en fait, comme le montre très bien le film. Mais c'est pas... Parce que vous voyez, en fait, ce qui est intéressant dans l'école de Palo Alto, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a juste, regardons ce qu'on a fait, et si ça ne fonctionne pas, essayons l'inverse. Mais il n'y a pas de mode d'emploi. C'est-à-dire que, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais un parent qui galère avec son gamin sur les devoirs, qui a de mauvais résultats, je vais vraiment regarder ce que fait le parent, et si le parent est en prise en charge totale, je vais lui demander de responsabiliser, mais si le parent est en abandon total des devoirs, je vais lui demander de s'asseoir à côté de son gamin. Je ne vais pas demander la même chose.
parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et c'est ça que je trouve extrêmement souple là-dedans. Et je pense, moi j'ai été extrêmement touchée par ce film, et voilà, mais je pense que ça fait faire c'est un virage à 180 degrés pour certains d'entre eux. Mais je ne crois pas que ça puisse être une méthode forcément à appliquer de façon rigide. Mais ce n'est pas du tout d'ailleurs comme ça que c'est abordé. Hein. Puis en fait, ça dépend de quel problème on parle, entre guillemets. Enfin, c'est une solution à 180 degrés par rapport à quoi? Si c'est par rapport à est-ce qu'on parle, et tout à l'heure je citais, est-ce que si l'enjeu, c'est pas la même chose, si l'enjeu c'est si le problème c'est la manière dont on fait l'insertion, si le problème c'est la détention, si le problème c'est les raisons de la détention, etc. Et du coup, ça dépend de quel problème on parle, mais probablement que pour certains problèmes, c'est une sorte de virage à 180 degrés. Par rapport à la manière dont on traite certaines choses, ça peut être un virage à 180 degrés. Mais ça faut toujours ramener à de quel problème on parle, entre guillemets. Et c'est en ça que moi, je recommande, et je vais terminer là-dessus, je recommande aux assos qui s'intéressent à ces sujets d'approche systémique de ne pas trop raisonner en termes de système. Souvent, on se dit, mais du coup, c'est quoi le système qui m'intéresse? Je travaille dans le milieu de l'éducation, donc mon système, c'est l'éducation nationale. Pour moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, le système, c'est l'éducation nationale. Et je ne sais pas ce que ça veut dire analyser le système qui est l'éducation nationale. En revanche, les associations, elles sont là quand même pour travailler sur des enjeux de société, des problèmes, entre guillemets. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de se demander quels sont les mécanismes d'ordre systémique derrière ce problème. Et du coup, par rapport à la manière dont on répond à ce problème, est-ce qu'on peut faire des virages à 180 degrés? Mais ce n'est pas la seule manière. Je pense que c'est là où c'est les limites aussi de transposer, entre guillemets, directement des choses qui ont vraiment fait leur preuve dans les relations interindividuelles et dans la manière dont on traite le sujet au niveau, dans le champ associatif. C'est faut pas voir ça comme des règles en disant tout ce qu'on fait, faut faire forcément du 180 degrés. C'est ce que tu disais, faut pas appliquer les choses de manière rigide, mais ça ouvre des perspectives sur l'analyse des problèmes, sur la manière dont on apporte les solutions, sur la manière dont les parties prenantes dans le problème se dépêtrent avec leurs solutions. Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont dans les tentatives de régulation des solutions en permanence? Et déjà, changer ce regard, pour les assos, c'est extrêmement riche. Voilà. Alors, un grand merci. Il y a plusieurs questions qu'on n'aura pas le temps de traiter, mais on peut se proposer d'y répondre dans un second temps par écrit. Donc, n'hésitez pas à poser de dernières questions. Encore un grand merci, Emmanuel, ouvert, nous avons inspiré sur ces principes de thérapie et l'école de Palo Alto. Merci beaucoup, Cyril, pour tes explications conceptuelles et pour nous avoir indiqué comment raccrocher les wagons sur cette méthode et sur ces principes. Je suis très content de voir qu'on est aussi nombreux à être restés jusqu'à la fin. C'est exigeant à nouveau, hein, mais c'est très, très riche. Et du coup, merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout et d'avoir fait cet effort de transposition. Merci, Emmanuel, pour ton temps, pour tes exemples, tes explications, ta pédagogie. J'en profite pour indiquer que la seconde partie de l'anti-guide de l'approche systémique devrait sortir dans peu de temps. On le relaiera évidemment. Et qu'avant l'été, donc avant les congés d'été, on devrait pouvoir être capable de vous proposer le dernier webinaire de ce cycle autour des travaux de Cyril Tassard. Donc, on vous retrouve très bientôt. Encore merci d'être venus si nombreux ce matin. Et puis, on vous retrouve très bientôt pour le dernier webinaire du cycle autour des travaux de Cyril Tassard. Un grand merci. Oui, merci pour les retours chouettes. Je vois dans la discussion qu'il y a plein de retours super chouettes. Merci, Emmanuel. Merci à vous. Merci. Visiblement. C'est un mot qui revient beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée. Au revoir.